Salut tout le monde, bienvenue pour ce 11e épisode d'Overtime, je suis Pascal Eberhardt et comme vous pouvez le constater, quelques petites nouveautés après 2 semaines de pause. Tout d'abord, mon acolyte, salut David Pietronigro. Salut Pascal, salut tout le monde. Et puis vous l'avez remarqué, on est côte à côte, hein, je peux toucher David sur Voilà. l'épaule. Arrête, attention Pascal. On a un petit studio commun désormais pour Overtime. Surtout, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé la semaine passée avec la Deutschland Cup, on va revenir un petit peu différents clubs romans, mais surtout, on ne sera pas tout seul. Il y a Régis Cerf avec nous pour nous accompagner comme journaliste. Et surtout, vous le voyez en bas, notre invité Gary Sheehan. Salut Gary. Salut, bonjour. Salut Régis aussi, hein. Je t'ai pas salué. Salut tout le monde. Et puis on salue bien évidemment ceux qui sont dans le chat, Georges-Henri, Lionel, Vladi, Ismax, vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas d'utiliser cette plateforme du chat pour poser vos questions. À Gary notamment, on essaiera de les relayer bien évidemment le plus possible. Ouais, on est parti donc pour cet épisode avec Gary. Gary, là tu sors d'une semaine de pause. J'imagine que après toutes les émotions de ce qu'il y a eu entre la fin de saison dernière, le temps très court cet été, le début de saison un peu en trombe et les péripéties qu'on connaît, cette semaine de pause elle a dû faire du bien quand même pour toi, pour toute l'équipe. Oui, c'était vraiment important. Je pense qu'elle est arrivée au bon moment pour nous. Même si le mois de novembre est meilleur que le mois d'octobre pour nous, je pense que c'était important d'avoir une coupure. Ça enlève un peu de pression et ça nous permet de nous refocaliser sur la suite du championnat. C'est une semaine de pause qui permet de laisser des jours de congé à tes joueurs et de quand même pratiquer, patiner un petit peu? Oui, ce qu'on a fait, nous, après le dernier match à Genève, on a donné 2 jours de congé, soit le fameux dimanche ou le Hockey Day, qui n'était pas vraiment un jour de congé, puis le lundi. Et on a repris l'entraînement intense à partir de mardi, mercredi et jeudi pour redonner encore une fois un week-end vendredi, samedi aux joueurs. Et puis, on s'est entraîné dimanche après-midi et ce matin. Je pense pour moi, c'est un meilleur équilibre entre pause et vraiment où tu coupes 2 jours, 2 jours et demi, puis ça te permet de charger les batteries. Et Gary, on va prendre une première question dans le chat, celle de Vladi. Comment va Jonathan Hazon? Alors, bien, ça se passe bien. À la fin du mois, devrait enlever les béquilles. Il a commencé sa rééducation. Il est constamment en salle de force et puis constamment chez le physio. On ne peut pas donner une date ou préciser quoi que ce soit, mais dans son cas, c'est vraiment un travail de longue haleine. On n'a pas de plan pour lui de retour sur la glace cette saison qui pourrait survenir à moins d'une récupération hyper rapide. Mais je pense que là, il faut aller vraiment étape par étape. Mais tout se passe bien. Il trouve le temps long, ça, c'est normal. Mais chaque jour, son genou semble faire des progrès. Régis, toi aussi, tu as senti que la pause, elle allait faire du bien au HCA, d'arriver à ce moment-là, faire une première coupure et pouvoir soigner les bobos et recharger les batteries? En étant au match à Genève, j'avais pas cette impression-là parce que l'équipe restait sur une grosse victoire quand même quand on renverse un score comme elle l'a fait en marquant 3 buts dans le dernier tiers, en gagnant cette série de pénaltys. On se disait peut-être que enchaîner, ça aurait pu être une bonne chose. Après, ça, c'est une vue à très, très court terme. Et je pense que quand on a vu la longue période, 2 mois quand même, c'était peut-être pas toujours très intense pour Ajoie durant le début. Il y a eu pas mal de semaines où vous n'avez pas joué pendant 6 jours. Mais sur la fin, je peux imaginer que, en plus, Gary, tu n'as pas un contingent qui te permet de tourner à 4 blocs pendant tout un match. Nous, on ne le voit pas forcément de la tribune, mais toi, tu es le mieux placé pour en parler. Ça, c'est clair que nous, notre banc, notre profondeur n'est pas la même. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Peut-être que dans d'autres clubs, ils joueraient 19, 18 minutes, 20 minutes. Puis chez nous, ils en jouent 23, 24, des fois plus. Fait que ça, c'est aussi par rapport à la situation. Il y a des semaines où on a joué qu'un match. Fait qu'on on a essayé de serrer le banc un peu plus. Peut-être que ce n'est pas nécessairement toujours la bonne option, mais on veut se donner les meilleures chances de faire des points. Et puis, des fois, on doit un petit peu serrer ça. Mais je pense que déjà, pour les personnes qui n'ont pas été se coucher avant la fin du match à Genève, qui se sont réveillées le lendemain avec une victoire plutôt qu'une défaite 3-0, ça devait être un peu surprenant. Puis pour nous, enchaîner aurait été possible, je pense. Mais
comme tu as mentionné, sur le court terme, le long terme, je pense que maintenant, je sens mon équipe beaucoup plus prête pour jouer ce mardi qu'aurait été pour jouer mardi de la semaine d'avant avec la fatigue accumulée. Si on va dans l'ordre un petit peu, si on reprend ce qui s'est passé depuis le début du mois de septembre, première question que j'ai peut-être envie de te poser, c'est ça fait quoi alors de coacher en National League? Je pense que je ne donnerais pas cette place pour rien au monde, honnêtement, même si c'est très difficile, puis on est dans le tout dernier classement. Je pense qu'il n'y a pas un match, il n'y a pas une semaine où on doute ça. Il y a des soirs où on se dit, on a plus de peine, puis on n'a pas de plaisir. Hein? C'est pas le fun de perdre, et puis d'être dominé, c'est pas le fun, mais il y a des moments où on est bon, puis on s'améliore, puis on sent qu'il y a une progression, puis je pense que ça, c'est les choses qu'on doit retenir pour que mentalement, on vienne meilleur en cours de route et puis qu'on soit meilleur dans la deuxième partie, les 25 derniers matchs plutôt. Parce qu'avec les matchs amicaux, tu t'attendais forcément à un début de saison compliqué. T'es satisfait de cette première partie, de ce premier bilan que tu peux tirer? Bon, c'est difficile pour nous autres de vraiment tirer un bilan de cette première partie de saison parce que ce n'est pas du tout le puzzle qui était prévu. Tu sais, l'absence de Leduc, l'absence d'Asselin, c'était pas du tout dans notre puzzle. Si on regarde où on est en septembre pour commencer le championnat, puis où on est maintenant, je veux dire, c'est pas du tout la même équipe qui était prévue. On a dû faire des ajustements dans la profondeur de l'équipe et puis au niveau des étrangers, des joueurs clés de l'équipe, tu vois, je veux dire, reconstituer des lignes. Je pense que sur les 22 matchs qu'on a joué ou 21 matchs qu'on a joué, il y en a peut-être eu 2 où on a joué avec les mêmes lignes. Tu vois, c'est très compliqué pour nous. Et je pense que c'est dur de tirer la sonnette d'alarme ou de dire que vraiment un est à côté et ça ne va pas quand tu as joué des matchs avec 1 ou 2 étrangers, alors que tu as des adversaires qui en ont 5, que j'ai la peine à comprendre, là, mais c'est comme ça dans cette ligue. C'est bientôt fini, ça, mais je veux dire, c'est quand même une grosse différence. C'est pour Gary, ça aussi que tu expliques peut-être, Gary, le fait qu'il y a eu cette série de gros creux là, pendant 7 matchs. On peut dire que vous avez touché le fond à cette période. C'est en partie lié à ces absences? Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours s'ajuster. Je n'ai pas trop aimé, puis j'aime pas trop trouver des excuses, mais on a un calendrier assez bizarre d'une certaine façon, puis il faut s'habituer parce qu'on doit jouer contre tout le monde. Il y a cette demi-ronde qu'on joue contre des équipes 3 fois au lieu de jouer que 4 fois. Mais je veux dire, pourquoi dans notre championnat, dans ces 2 premiers tours, on fait un back-to-back quasiment contre Davos, on fait un back-to-back contre Fribourg, les 2 des 4 meilleures équipes de la Ligue, ça vient quand même un petit peu complet. C'est plus compliqué pour nous, tu vois, à ce moment-ci de la saison, et ça a été dans le creux. C'était 2 défaites contre Davos, 2 défaites contre Fribourg en l'espace d'une semaine. Si il y a des équipes qu'on n'avait encore pas jouées puis qu'on avait joué déjà 2 fois, dont Lausanne. Je pense qu'à quelque part, il faut jouer tout le monde de toute façon. Mais c'est vrai que le calendrier ne nous a peut-être pas très, très avantagés. On s'est ramassé déjà début de championnat. On a joué le premier match, puis on a attendu 14 jours avant de jouer le deuxième. Puis il y a des équipes qui étaient déjà rendues à leur 4e match. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, on ne veut pas. Je ne pense pas qu'il y aura un gros changement. Peut-être quelques points de plus. Peut-être, oui, mais je pense que c'est difficile de gérer ce début de championnat-là avec tous les ajustements puis le calendrier qui nous a été offert. Justement, Gary, ça me permet de ce que tu dis, de rebondir sur la question de Fabien dans le chat. Il nous demande comment est l'ambiance et le moral de l'équipe après ce début de saison qui est intense. On va pas utiliser le deuxième terme qu'il a utilisé. Oui, c'est vrai que c'est intense, ça change un peu aussi. Puis on est quand même un peu plus scruté à la loupe et puis la marge d'erreur, elle est quand même très mince. Mais le moral, je dirais, moi j'en parle depuis le mois d'août avec les joueurs de ça, c'est que mentalement, il faut être fort mentalement parce qu'on savait que ce serait dur, tout le monde le sait, mais à un moment donné, il faut aussi assumer, prendre nos responsabilités, s'améliorer, faire moins d'erreurs, progresser. Même s'il y a eu tous ces inconvénients, je veux dire, j'aurais aimé avoir le duo Eisen-Deveau sans blessure, j'aurais aimé avoir un Asselin ou un Leduc tout le temps là aussi. Ça n'enlève pas qu'on a trouvé des bonnes solutions, mais ça nous a compliqué le puzzle. Mais le moral, honnêtement, le vestiaire est sain, le vestiaire est bon. Des fois, il faut recadrer un peu, mais je dirais qu'en général, on arrive à switcher et à se remotiver assez facilement.
Je pense pas que c'est le moral, Régis, hein, le problème. On voit aussi le public qui apporte aussi une grosse dose d'énergie et le HA était prêt à cette saison compliquée, mais c'est vrai que cette défaite, ça pèse sur le moral de n'importe qui. On sait, Gary, aussi que tu es un grand gagnant, un grand vainqueur. C'est aussi ce que tu inculques à tes joueurs, Régis. Et parmi ces 7 défaites, Régis, il aurait peut-être fallu un petit succès là au milieu pour couper un petit peu tout ça et ne pas tomber trop bas aussi dans les émotions. Ah bah en tout cas, on a senti à un moment donné que ça commençait à peser, qu'il y avait vraiment besoin d'un succès, hein. Gary, quand on tournait un peu autour du vestiaire, il y avait une forme de frustration qui montait jour après jour, match après match, avec en plus pas mal de revers assez lourds, hein. Il n'y a pas eu que des défaites d'un ou deux buts d'écart dans cette période. Je pense que pour toi, c'était pas forcément évident à gérer. Comment c'était une première pour toi en Ajoie de vivre une telle série de défaites. Comment tu as réussi à contenir cette frustration? Ben, je pense que dans un championnat, il y a des hauts et des bas. Puis quand on arrive dans une. Tu vois, je veux dire, au début de la saison, Fribourg a perdu 4 matchs de suite. Et puis je pense que c'était pas ça n'allait pas très, très bien à ce moment-là. Regarde maintenant Genève Servette. Regarde, il y a des équipes qui ont des. Peut-être que ça ne se prolonge pas autant que ça, puis ça ne fait pas 6-7 matchs de défaite, mais je veux dire, c'est quand même. Oui, c'est vrai que moralement et mentalement, là, il faut se reposer sur nos leaders, sur la qualité de notre vestiaire. Il faut que notre esprit d'équipe prenne le dessus. Et après, il faut accepter aussi les remarques ou comment dire, la construction qu'on doit faire, les améliorations qu'on doit faire, puis des fois les ajustements qu'on doit faire. On a dû mettre des attaquants en défense. Je veux dire, il y a pas. Aujourd'hui, on a Mathias Yogi qui joue encore en défense chez nous. Ce n'était pas le plan. Il s'en sort très bien, il nous aide beaucoup. Ça nous a permis, peut-être, c'est une des raisons qui nous a permis de sortir de ces défaites à un moment donné. C'est tout des. Et peut-être nous, on a fait aussi des erreurs, des choix qui n'ont pas payé. Et puis, c'est pas nécessairement que les joueurs qui sont responsables toujours. C'est un truc d'une équipe. Et puis, j'ai l'impression que des fois, on n'était pas tous sur la même page. Puis c'est pour ça que ça s'est poursuivi, puis ça a duré. Et je pense que si on arrive à éviter ça en général, on ne va pas revivre ça. Normalement, on devrait être capable, surtout avec notre public à la maison, je veux dire, quand tu perds 5-1 contre Lugano, puis les gens se lèvent debout, quand tu perds 2-0 contre Joe, les gens se lèvent debout, ils te poussent encore. À la fin, c'est bien de leur donner des sucres de temps en temps, puis des victoires à la maison, puis c'est ce qu'on va essayer de faire le plus maintenant, d'ici la fin. Et toi, comment tu as vécu cette série de défaites? Tu t'es aussi senti peut-être en danger? Je ne sais pas comment ça se passe, les discussions aussi, parce que cette défaite, forcément, qu'on pouvait attendre ça peut-être pour Ajoie en début de saison, mais c'était quand même pas prévu, ça a quand même été long à vivre. Oui, c'est long à vivre, c'est clair, mais non, en danger, je pense que à quelque part, des fois, il faut relativiser, puis il faut regarder un peu ce qui a été fait avant, puis ce qu'il y a à faire maintenant. On a quand même été poussé dans ce wagon qui va extrêmement vite maintenant, puis on a eu de la peine à embarquer dedans. Je pense que si tu regardes il y a quelques mois en arrière, on avait un niveau puis une équipe qui a réussi des choses incroyables. Puis maintenant, c'est clair qu'on est dans la réalité puis il faut s'accrocher. Donc, je pense que moi, je ne doute pas de ce que je fais. C'est clair que des fois, on est court au niveau de notre contingent, on était court au niveau de notre préparation en durée. Je pense qu'on paye un peu ça maintenant. Mais à quelque part, ça n'enlève pas les qualités qu'on a. Puis les joueurs qu'on a, ils ont une chance. Moi, je reviens toujours là-dessus. Quelque part, il y en a que c'est leur deuxième chance et puis ils doivent faire mieux que ça. Puis il y en a que c'est leur première chance puis ils doivent aussi faire mieux que ça. On a encore beaucoup, beaucoup de marge de progression et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant le plus. Mais tu t'es aussi remis en question, Gary, quelque part, avec ce changement tactique où tu laisses un peu plus la main à l'adversaire. Une équipe quand même un peu moins spectaculaire, mais ça a aussi du bon si on regarde les résultats ces derniers temps. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu cette adaptation? Bon, disons que on a essayé de garder un peu le style qu'on avait. On savait que c'était pas possible de jouer autant offensif qu'on a joué dans la Swiss League. L'adaptation à notre jeu défensif, on a essayé de garder la même défense de zone qu'on avait dans la Swiss League, vu qu'on a eu du succès avec ça. Ça s'est avéré que dans les duels physiques, on était moins bon. Et c'est là qu'on a dû s'adapter, changer dans une défensive de homme à homme à une défensive de zone, spécialement dans le haut de la zone, vers les défenseurs adverses qui sont plus mobiles, plus impliqués dans l'attaque, plus systématiquement dans le jeu offensif. On a dû s'adapter. Ça nous a pris peut-être 5-6 matchs pour vraiment comprendre que
si tu n'es pas dans un bon soir, si tu n'es pas vraiment réveillé, si tu n'es pas les jambes, tu ne peux pas rester homme à homme. Il faut contenir un peu plus. Et là, c'est ce qu'on a commencé à faire un peu plus dans certaines situations. On semble être plus dominé dans notre territoire par moment, mais à un moment donné, il y a des fois que ça dure moins longtemps qu'à l'habitude. Alors, je pense que ça s'améliore. La preuve, on fait un peu des meilleurs résultats. Nos gardiens reçoivent quand même un peu moins de tirs, même si la statistique de tir, j'y crois pas plus que ça, parce que le fameux soir où on a battu Zurich, ici à la maison, vous autres, vous étiez rendus à 100 tirs, là, mais nous, nos statistiques en donnaient 42 de Zurich. Vous en aviez 59. Alors, il y a 14 tirs de différence. À un moment donné, le gars peut se tromper d'un ou deux tirs, mais de se tromper de 14 tirs, là, j'y crois pas vraiment. Fait que je ne sais pas quel fantôme fait les statistiques, mais des fois, il doit être parti au restaurant parce que. Mais, alors, j'avoue que je ne mets pas en doute que c'est fait juste ou pas juste, mais il y a quand même. Nous, on émet des doutes aussi de temps en temps, t'inquiète. Ouais, quand je vois les tirs bloqués et des choses comme ça, on arrive une fois à 30 tirs bloqués, puis moi, je suis en train de les engueuler dans le vestiaire que vous ne bloquez jamais de lancer. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi un tir bloqué? C'est avec la canne, c'est avec le corps, tu vois? Et puis les poteaux, ces choses-là. Je pense qu'en général, oui, on est dominé. On donne plus de 30 lancés. On essaie de baisser ça. Déjà, on était presque des fois plus que 40, mais il faut aussi voir l'allure des power play, l'allure des box play. Est-ce qu'il y en a beaucoup, moins, ainsi de suite. Mais oui, en général, pour répondre un peu à la question, c'est vrai que l'ajustement défensif nous permet de garder de l'énergie pour aller en phase offensive après, plutôt que de se brûler défensivement qu'on a fait au début. Tu parlais tout à l'heure du public, il y a Icemax qui fait un big up aux fans à Joulot qui étaient au Vernet lors du dernier match, parce que malgré la défaite genevoise, la soirée était cool, parce qu'ils étaient bons enfants et toujours derrière leur équipe. On l'a remarqué ça aussi du côté de Port-Rentruy, et où même après la grosse défaite, les grosses défaites, le public il est toujours là à chanter 15 minutes après. Tu l'as dit, les gens se lèvent. Ça aussi pour l'équipe, c'est quelque chose d'important, de sentir que la région, elle est derrière le club, dans cette aventure National League. Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment énorme. Déjà, on le voit dans l'affluence. Tu sais, il y a deux choses là-dedans. On a toujours eu un bon public. On leur a donné du bon hockey ces dernières années. Des magnifiques résultats. La Coupe Suisse, n'oubliez pas, le champion 2016 et la montée maintenant. Mais maintenant, les gens ont été pendant une année sevrés de patinoire, puis ils sont revenus dans une autre ligue. Fait que, je veux dire, même si on perd 2-0 à la maison, le spectacle, il vaut un mardi soir, les Gatesco Lions, puis nous, là, un 7-6, là, je peux te dire, je signe encore pour perdre 2-0, toi, je veux dire, puis montrer du beau hockey, ça va vite. Tu vois les joueurs d'équipe nationale, tu vois les futurs joueurs qui vont peut-être aller en NHL, tu vois des jeunes qui ont énormément de talent. Le spectacle, c'est autre chose. Là, tu es au théâtre, là, c'est plus seulement du fanatisme et puis maintenant, ça devient un peu. Faut peser le pour et le contre. Puis les gens ici arrivent à le faire. Nous, on mouille le maillot le plus possible. On essaye de se présenter tous les soirs. C'est vrai que peut-être qu'il y a un soir ou deux dans ces premiers 20 matchs qu'on était moins bons, mais je veux dire, même des défaites honorables ici, il y en a eu, même si le score était sévère. Je veux dire, on a perdu 7-2 contre Lugano, mais on a 4 poteaux et en rentre un à 3-1, ben peut-être ça fait 3-2, ça change l'allure du match. C'est tout. Puis je pense que les gens, ils vivent ça avec nous, mais moi, je ne changerais rien au monde. J'ai presque envie de te dire que c'est vous qui leur avez donné des émotions ces dernières années, puis c'est eux qui vous en redonnent un petit peu pour vous rebooster et vous remobiliser. Il y a aussi Vladi et Cédric Kuhlmann qui ont deux questions assez similaires. C'est quoi le plan contre demain pour Ambry? Et maintenant, Gary, ça sera plutôt un casse-tête pour toi, parce qu'avec 5 étrangers de valide ou même plus, il va falloir un petit peu jouer avec ça, mais je crois que c'est pas encore trop le cas. Hein. Tu as encore quelques soucis un peu d'effectifs. Oui, malheureusement, c'est pas idéal. On prenait la semaine ici pour évaluer tout le monde. Je pense que c'était une reprise chargée pour eux. On a fait selon le protocole prévu, mais malheureusement, ça ne se passe pas très bien pour Jérôme Leduc. Les douleurs sont persistantes et puis il faut réanalyser ça puis se remettre tout ça en question. Mais le pire là-dedans, c'est les joueurs, parce que mentalement, pour eux, c'est difficile. Et puis, dans le cas de Guillaume, il y a un net progrès. Guillaume est à bout touchant de rejouer, mais on veut être sûr qu'il rejoue pour le reste de la saison. On ne veut pas commencer à jouer au yo-yo avec lui. Et puis, alors, les deux ne seront pas de l'alignement demain à Ambry, ça c'est sûr.
mais on espère un retour au jeu de Guillaume au week-end. Alors, tu parlais avant de deuxième chance, de première chance pour certains. Comment tu es satisfait de la progression de ton équipe par rapport au premier match et maintenant au 21e et qui t'a le plus surpris ou impressionné peut-être dans tes joueurs? Je pense que l'équipe, le progrès on a fait parce que je pense que on semble être moins en difficulté, on croit un peu plus en nous, puis quand on reste sur notre plan de match, on arrive à faire des belles choses. Je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est un petit peu, je dirais, l'intensité qu'il y a de ce niveau de jeu-là. Ça, c'est quelque chose qui me surprend même parce que quand je regardais ça de l'extérieur ou qu'on visionnait des matchs à la télé, tout ça, je semblais trouver toujours les points faibles de la ligue ou de l'adversaire. Maintenant, c'est très tactique, l'espace est très restreint, ça va extrêmement vite, puis il faut s'adapter à ça. Je pense que là, ça, c'est assez positif. Je trouve qu'on a du retard, mais le retard, on l'a pris peut-être dans la préparation plus que dans le début de championnat. Après, on a eu les blessures, les intervenances qu'il y a eu là, et le calendrier, on ne peut pas tout gérer. Mais malheureusement, ça nous a ralenti un petit peu. Mais là, l'équipe, je pense qu'il y a des joueurs qui comprennent un peu mieux, qui s'adaptent un peu mieux. La chimie, elle prend dans l'équipe aussi. Je trouve qu'il y a des belles surprises. Bon, tout le monde doutait de Tim Wolf un peu dans l'étage supérieur. Il est en train de prouver à beaucoup d'organisations qu'il est capable de jouer dans cette ligue. Et puis là, il nous a permis, sans lui, je pense qu'on n'aurait pas accumulé les points qu'on a accumulés d'une certaine façon. Je pense que c'est le joueur qui s'est le plus montré en avant, mais peut-être qu'il a eu aussi beaucoup de tirs, ça l'a mis aussi en confiance. Et on n'y a pas mis un deuxième gardien de but dans les pattes pour prendre sa place. On a mis un gars pour l'aider, pour le soulager de temps en temps. Et Tim reste notre numéro 1 et il va nous donner encore des gros matchs, des grosses victoires. Je pense que c'est lui qui s'est adapté le plus rapidement possible. Alors, on a eu l'avis de l'entraîneur depuis l'interne. Régis, toi, depuis l'externe, même question, les surprises? Bon, je crois que Tim Wolf, c'est quand même celui qui revient en premier dans toutes les conversations, que ce soit avec n'importe quel spécialiste qui suit la National League. Il y a des joueurs à qui je pense que c'était un peu un pari. Je prends l'exemple d'un Rohrbach qui est dans le deuxième bloc, qui statistiquement apporte pas énorme. Toi-même, dans le jeu, c'est un joueur qui tu t'attendais à ça ou tu t'attendais encore un petit peu plus? Parce que je prends l'exemple de Rohrbach parce que c'est un des rares transferts de National League que vous avez fait avec Ness et avec Romanengi. Oui, disons que dans son cas, je trouve que c'est vrai qu'on s'attend à plus, ça c'est sûr. Je pense qu'on l'a mis dans des meilleures situations possibles, puis malheureusement, il a de la peine à enchaîner, si tu veux, puis à avoir des points, du succès. C'est clair qu'il n'a pas eu l'impact comme Thibaut Frossard a pu avoir ou comme même Willy Hubert a pu avoir. C'est des joueurs qui nous surprennent toujours parce qu'on a mis la barre à une certaine hauteur pour eux. Pour celle de Romanengi, on l'a peut-être mis trop haute aussi d'une certaine façon parce qu'il venait d'une équipe sans nécessairement avoir beaucoup de temps de glace. On pense qu'il peut encore en apporter beaucoup plus puis qu'il avait besoin de cette adaptation. On verra à la fin de l'année pour le bilan final, mais on attend beaucoup plus de lui, c'est sûr. Je pense que ça, c'est... mais comme j'ai dit, peut-être on a mis trop d'attentes au début. Peut-être que maintenant, on risque d'être surpris dans la deuxième partie. C'est pour ça qu'on lui donne la possibilité, toujours dans une deuxième, troisième bloc, de jouer sur l'avantage numérique, essayer d'utiliser ses qualités. Il est souvent sur la troisième passe. Il n'est pas toujours dans les statistiques. Il n'a pas encore marqué. Comme je dis, c'est peut-être aussi... il a besoin d'un temps d'adaptation. Tu ne peux pas passer passer d'un 12, 13e attaquant à Ambry ou peut-être 11e certains soirs, passer à un top 6 chez nous. La marche est haute et puis il doit s'adapter encore à ça. Bon, on a parlé des renforts National League. C'est vrai qu'il y en a un dont on croirait qu'il a déjà quelques saisons de National League, c'est Thibaut Frossard qui ne cesse d'améliorer en quelque sorte d'année en année. Il monte, j'ai envie de dire, les échelons. Aujourd'hui, il a encore une marge de progression, Thibaut Frossard, où on peut encore le faire devenir encore meilleur actuellement? Ah oui, je suis persuadé. Thibaut, quand je regarde maintenant les joueurs de centre en Suisse,
c'est quand même, comme les défenseurs, c'est des joueurs un peu particuliers. Il faut trouver le bon joueur de centre. L'avantage que nous, on a avec Thibaut, c'est qu'on peut le mettre dans des conditions qu'il n'aurait peut-être pas dans d'autres équipes. Ça veut dire que la plupart des équipes ont un top 6 qui ne bouge pas beaucoup. Nous, notre top 6 a bougé beaucoup. Alors, il joue les situations spéciales. Il joue dans un contexte qui est favorable pour lui. Il joue normalement dans un top 6, premier power play depuis le début de la saison. Il y a eu le deuxième de temps en temps dirigé avec Roman Nguy. Des fois, on modifiait. Peut-être un Eisen serait là ou le Duc serait là, ça serait différent, mais on l'a mis à l'aile gauche avec la première ligne longtemps pendant les blessures de la blessure à Eisen, avant l'arrivée de Fortier, avant l'arrivée de Van Strom. Il a eu un énorme temps de glace aussi pour se montrer offensivement qui est sa force. Et puis, je pense qu'il a prouvé à nous, les entraîneurs, qu'il était capable de tenir un rôle important dans l'équipe parce que lui aussi, c'était tout nouveau pour lui. Puis, c'était un défi autant que pour nos étrangers, autant que pour notre gardien. Il avait le même défi. Après, on a essayé de se donner de la profondeur au milieu avec un Ness, avec un Roman Nguy pour que s'il y a des soirs où il est moins bon, ben on peut mettre la concurrence. Mais il faut dire que jusqu'à maintenant, il a su saisir sa chance. Il a peut-être profité un peu des absences des autres, mais c'est ce qu'on veut, que quelqu'un relève son niveau de jeu quand quelqu'un doit s'absenter longtemps. Puis lui, il a fait ça parfaitement. Bon, ça, c'est des joueurs qui flambent, on va dire, qui font parler d'eux. On sait qu'Ajoie a aussi un projet sur 2 ans de se stabiliser dans cette ligue. C'est aussi des joueurs qu'il faudra convaincre finalement de rester, parce que c'est aussi ça, malheureusement, on va dire peut-être le rôle ingrat qui incombe à un néo-promu, c'est que certains joueurs se mettent en vedette et attirent les convoitises des autres. C'est que Frossard a encore un contrat, que Tim Wolf a encore un contrat, et tout ça, mais il faut bâtir en construisant avec eux et avec d'autres qui doivent venir aussi. Ah oui, non, mais là, on voit dans quelle ligue on est un peu plus clairement, puis on voit nos manques, ainsi de suite. Je pense qu'il n'y a pas tout acheté chez nous. Il y a quand même des joueurs qu'il faut leur donner du temps puis voir comment ils vont encore évoluer d'ici la fin de la saison. Mais ces joueurs clés-là qui ont fait le job, on doit s'assurer qu'ils vont rester. On doit travailler sur... moi, l'idée de travailler pour l'année prochaine maintenant, c'est très important, mais vous voyez comme les clubs de Liga ils font maintenant, ils travaillent sur 6-7 ans. Et nous, on a un projet, mais je veux dire, là, maintenant qu'on est dans cette ligue, il faut y rester. Il faut y rester à vie maintenant. Je veux dire, si Fribourg, ils sont depuis 1980, nous, on peut aussi s'accrocher maintenant puis voir que le système, il va peut-être être adapté. On va monter à 14, il y aura plus d'étrangers. C'est très flou encore pour nous, ça. Mais c'est clair que des joueurs clés comme Tim et comme Thibaut, ainsi que d'autres joueurs, c'est important de leur confirmer notre confiance et puis on doit aussi s'améliorer au niveau de notre budget, on doit améliorer leur salaire, on doit faire beaucoup de petits détails comme ça parce qu'on joue dans la même ligue, puis il y a des différences salariales qui sont assez importantes. On n'arrivera jamais peut-être à faire ce que les équipes qui tournent à... Nous, notre patinoire nous a trouvé de 30 millions. Il y a des équipes qui ont 30 millions de budget. Alors, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, mais on est passé de 3 à 7 et puis on va encore sûrement faire des efforts pour améliorer ça. Et puis, d'un certain côté, ça va permettre d'améliorer un peu les salaires de nos meilleurs joueurs. Il y a Sébastien Staub qui pose une question que tu ne vas peut-être pas répondre, Gary, mais je te la pose quand même. Elle vient du chat. Avez-vous déjà signé de nouveaux joueurs pour l'année prochaine? Oui. Qui? C'est vrai ça? Non, mais on a des... Est-ce qu'il y a Vincent qui est à côté de toi qui est en train de te faire des gros yeux parce que tu as répondu oui à cette question? Non, oui, tu sais, on a beaucoup de contacts avec beaucoup de monde. Il n'y a pas grand-chose de finalisé, mais on touche des pistes un peu partout. Aujourd'hui, tu ne sors pas un gars de top 6 de Fribourg-Gotteron pour faire venir à Ajoie ou un top 6 de Berne ou de Bienne pour le faire venir chez nous. Ça, c'est clair. On n'est pas dans la même cour. Il faut récupérer des joueurs qui ont besoin d'une opportunité, qu'on sent qu'ils ont un potentiel, qu'on peut payer correctement, et puis on y va. C'est là-dessus qu'on travaille. Aujourd'hui, tu sais, je veux dire, on peut citer tous les noms des top 6 qu'il y a, puis même des fois des top 9 dans certaines équipes. Je ne suis pas sûr qu'on est capable de récupérer ces joueurs-là. C'est une question aussi de... Les joueurs, c'est d'une carrière, c'est court, ils doivent... c'est un dans l'autre. Il faut que le joueur il sente aussi que c'est une opportunité pour lui de se mettre en valeur, des fois de peut-être descendre un petit peu d'un étage puis de remonter. Mais ces joueurs-là, c'est des joueurs déjà de 3e bloc, ou de 2e bloc, fin 2e bloc, début de 3e bloc.
plus ou moins top 9, on va dire, en attaque, ou un top 6 en défense. Mais après, il faut que tout se mette ensemble là-dedans. C'est pas du poker. À quelque part, il faut savoir ce qu'on fait nous, puis avoir une enveloppe correcte pour le faire. Puis la priorité va être aussi de voir si ça passe à 6 étrangers, de suivre le train aussi. Il y avait une question piège de Vladi par rapport à ça, mais tu as un peu répondu indirectement. C'était par rapport à un échange. Si Fribourg proposait un échange Berra-Wolf, est-ce que tu accepterais? Attention, tu vas peut-être perdre Tim, hein, selon ta réponse. Hein. Non, je crois qu'il faudrait mettre d'autres noms qui pourraient nous mettre plus à une possibilité de faire une transaction ou quelque chose. Mais là, je pense qu'on parle du gardien de but qui va aller aux Jeux Olympiques et puis Tim qui est en train de faire ses preuves. Je veux dire, il y a quand même il y a un monde entre deux. Même si je ne suis pas sûr que Berra, chez nous, à 45 lancés par match, il ferait des fois avoir son caractère après un ou deux buts et puis 25 lancés. Je ne sais pas ce qu'il ferait. Il ne ferait pas long âge, je pense. Moi, j'ai la même question pour vous deux, Régis et Gary. Je vais d'abord la poser à Régis, puis après on entendra l'avis de l'entraîneur. On dit toujours que c'est la deuxième partie de la saison qui est plus difficile. On avait vu les derniers néo-promus, que ce soit Rapperswil, Langnau, ont toujours pris un mur, souvent après Noël. Est-ce que pour Rajoie, on peut pressentir quelque chose de comme ça, ou l'apprentissage se fait différemment selon toi, Régis? Moi, je dirais déjà qu'Ajoie nous a surpris. Dans la mesure où sur, on va dire 20 matchs, même s'il y en a 21, sur 20 matchs, on se disait « Ah, il faudra une dizaine de matchs pour se mettre au niveau ». D'ailleurs, Gary est d'accord avec moi dans la mesure où on s'est entretenu longuement pour notre reportage durant l'été, notre documentaire, on en a parlé. On pensait qu'il faudrait beaucoup de temps, une dizaine de matchs, on va dire, pour se mettre au niveau, un peu comme Rapperswil en avait eu besoin il y a 3 ans lorsqu'il a accédé à la National League. Au contraire, c'est venu un peu plus vite. Mais on a vu aussi que derrière, il y avait des adversaires qui sont ajustés aussi avec ce HC Ajoie, qui lui ont compliqué la tâche. Après, il y a eu cette longue série de défaites. Donc, quelque part, je me dis, on a déjà passé au-delà de la deuxième phase. Et maintenant, on va entamer la troisième, celle qu'on n'avait pas vraiment imaginée, on ne sait pas. Donc, je me dis, allez, il y a eu 15 points sur 20 matchs ou 21 matchs. Il en reste une trentaine. Je pense que quand on avait évoqué l'idée des 35 points, on sera peut-être à quelques points près là autour quand même. Moi je vois une suite de saisons où je me dis que le club a quand même passé des événements tellement durs avec 3 étrangers blessés sur les 4. Donc ce sera... J'imagine que ça ne peut pas être pire à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui savent maintenant ce qu'ils ont à faire pour être au niveau. Donc, allez, moi je pense qu'Ajoie va rester, en tout cas rester sur le trend qui a sur les 20 premiers matchs. Gary, à toi de répondre. D'accord avec Régis? Ouais, moi je suis d'accord dans plusieurs départements. Je dirais déjà notre début de championnat était compliqué parce que notre préparation était trop light pour moi. Alors, c'est nous qui s'occupons de la préparer et de la faire, entre autres. Mais quand on est arrivé dans cette configuration de montée en National League, la plupart des équipes avaient déjà leurs matchs amicaux. C'était difficile. On a trouvé des clubs étrangers pour jouer à un certain niveau. Il y a eu les sélections olympiques qui se sont faites à cette période-là. Il y a des équipes comme les Allemands, on a joué, il leur manquait 3 joueurs parce qu'ils étaient partis pour la qualification des Olympiques. Après ça, on est arrivé contre les Français, il manquait contre une équipe de France qui se qualifiait aussi pour les Olympiques. Fait qu'il manquait 2 bons joueurs ou 3 bons joueurs aussi quand on a joué contre une de ces équipes. Alors, ça nous a faussé un peu notre préparation. Puis, je pense qu'on a payé parce que pour moi, j'avais dit 10 matchs, puis finalement, c'était bien 15 pour comprendre ce qui se passe dans cette ligue et puis de s'ajuster le plus possible. Puis plus tout le moment où Jonathan Hazen a été blessé, c'est le coup d'assommoir pour nous à quelque part parce que c'était long de trouver un remplaçant. Et puis, en contrepartie, les blessures de Guillaume et les blessures de Jérôme ne devaient pas durer aussi longtemps. On espérait un retour plus rapide, mais finalement, ça s'est prolongé. Les douleurs ont persisté et les blessures étaient plus sérieuses qu'on pensait peut-être. Et puis, ça nous a complètement chamboulé le truc. Fait que c'est clair que moi, je visais une chose, commencer très, très fort, puis probablement finir faible, mais finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. On a commencé faiblement, puis on va finir fort. Parce que les 2 variantes sont possibles. Vu que la première, on ne l'a pas fait, il ne nous reste que l'autre à faire maintenant. Puis je pense que depuis début novembre, on est quand même pas si mal. Et puis,
il faut s'accrocher à prendre la confiance rapidement, faire des points, essayer de faire des points chaque match parce qu'on joue pour gagner, peu importe l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on a surpris Zug, c'est comme ça qu'on a battu Zurich, c'est comme ça qu'on va faire encore des points. Je reviens sur une question qui était posée au tout début. Ça change un petit peu ton approche, ton optique des objectifs. Est-ce que les pré-playoffs, ces citations littéraires qui nous avaient posé la question, sont toujours dans un coin de ta tête, dans ton discours en tout cas? Oui, tu sais, il faut mettre 3 équipes derrière nous, il faut être réaliste aussi, mais c'est toujours possible. Mathématiquement, c'est toujours possible. Alors, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on se bataille maintenant pour essayer de gagner 2 matchs de suite. Ça, c'est quand même déjà un défi qui est important. Fait que d'aller mettre la barre plus haute que ça, maintenant, c'est difficile. Moi, je trouve que dans la première partie du championnat, il y a beaucoup d'équipes qui ne pouvaient pas se permettre de perdre des points contre Ajoie. C'était la fin du monde. La preuve, regardez, Genève a perdu des points contre nous, puis c'était la fin du monde. Il y a d'autres équipes qui ont perdu des points contre nous, comme Ambry et puis Zurich et puis Zug, et puis c'était un petit peu la catastrophe quand c'est arrivé, mais façon de parler, on peut pas, ces équipes-là sont hyper professionnelles, puis dans les 2 premiers tours, ils étaient prêts au sérieux. Mais après, quand il va arriver le 3e et 4e tour, et puis qu'ils ont 13 points d'avance sur la 5e, 6e place ou je ne sais quoi, ils vont peut-être pas prendre la même chose. Tu sais, quand Zug vient jouer ici puis nous mettre Giannoni au goal, je ne pense pas qu'ils viennent pour récolter 1 point. Je ne pense pas qu'ils viennent pas avec une gardien numéro 2 qu'on avait battu là-bas le premier soir ou le 2e ou 3e soir du championnat. Quelque part, la 2e partie du championnat risque d'être différente. La gestion des équipes adverses, le calendrier, encore une fois, va nous faire évoluer. Tu parlais justement du match à Zug, tu as parlé du match à Zurich. Je remonte un peu dans le chat, il y a Fabien qui demandait comment est-ce que tu analysais ces 2 victoires. Est-ce que c'était des exploits pour toi? Je pense que pour l'instant, nos victoires restent souvent des exploits. Quand tu arrives avec 2 étrangers ou 3 étrangers, c'est pas pour aussi toujours avoir une excuse. Mais tu joues Zurich, qu'il y en a 5, tu arrives avec tes 2, voire 3 étrangers, parce qu'il faut se rappeler qu'on a un Phil DeVault qui a joué sur une jambe pendant au moins 10 matchs de ces 21 matchs. C'est quand même énorme. Puis il s'entraînait quasiment pas. Oui, il a ses 18 points. Il s'entraînait quasiment pas dans le mois d'octobre. Puis aujourd'hui, ben voilà, il est là, puis il a fait ses points et il nous a aidé à gagner ces matchs-là aussi. Moi, je pense que c'est des exploits parce qu'on ne le fait peut-être pas nécessairement sur une base régulière. Je pense que nous, on sait qu'on est capable de le faire. Il faut que tout tombe en même temps chez nous. C'est ça un petit peu qui est difficile à gérer, c'est que la performance de notre gardien de but, la performance d'une unité spéciale, là, on était beaucoup moins bon à 4 contre 5 dans cette période de défaite et aussi à 5 contre 4. Et là, dès qu'on est un peu meilleur, ça change la donne tout de suite, même si notre gardien de but ne gagne pas le match qu'à lui tout seul. Je pense qu'on peut considérer ça des formes d'exploit d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas assez régulier maintenant pour dire que, voilà, ce soir, il y a des chances qu'on gagne ou c'est 50-50 ou je ne sais quoi. Puis nous, on essaie de se mettre ça dans la tête, mais c'est clair que battre aujourd'hui une équipe comme Zurich ou comme Zug, ça reste un exploit. Arriver contre d'autres équipes qui se bataillent pour une place en pré-playoff ou une place en playoff, je ne considère peut-être pas ça un exploit, mais du bagage, de l'expérience et puis de l'acquis. Ce qu'on est obligé de t'avouer, c'est qu'il y a des exploits et des victoires, il y en aura encore. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour toi déjà. Ouais. Régis, est-ce que finalement les objectifs doivent pas être un petit peu presque timides cette année et puis de voir un petit peu différent l'année prochaine pour toi? Dans mon idée, quand on est néo-promu, qu'on arrive le 28 avril dans une nouvelle catégorie, qu'on n'avait pas anticipé vraiment les choses au niveau du contingent, on ne peut pas se dire on met la barre haut tout simplement parce qu'on a gagné la Coupe de Suisse 2 ans auparavant. Je pense que ça, c'est une vision qui était dès le départ un petit peu idéalisée. Donc, je pense que pour Ajoie, ne serait-ce que se dire on veut rester dans la course, ne pas trop s'éloigner de l'équipe qui est devant nous au classement, c'est déjà un bel objectif
quelque chose qui est encore réaliste. Et vraiment, je pense que l'équipe doit se raccrocher à cette idée-là. Et moi, en tout cas, je ne considère pas que viser les pré-playoffs, ça va aider l'équipe dans son comportement. Je pense que c'est surtout ça la différence. C'est que entre une équipe à qui on met la pression pour dire vous devez absolument être en play-off, vous devez absolument être en pré-playoff, et qu'on est derrière à talonner l'équipe tout le temps en disant vous atteignez pas les objectifs, vous devez vous améliorer, vous mettez une pression tout le temps. Et je pense qu'Ajoie a juste pas besoin de ça. Et l'équipe a vraiment pas besoin de ça, il me semble, pour se motiver, pour se donner du courage tous les jours à aller défier des équipes plus fortes, plus grosses et tout simplement meilleures. Donc, arrêtons peut-être un petit peu de parler de ces objectifs-là. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Gary, Gary, j'avais une question Ouais. par rapport au Piquet actuellement. C'est un petit peu la cata. Là, je suis en train de préparer le match de demain et je regarde un petit peu ce qui se passe tous ces derniers temps. Vous êtes à moins de 50% de punitions que vous arrivez à tuer depuis les 2 semaines avant. Le problème, c'est quoi? C'est que les autres équipes savent maintenant exactement comment il faut jouer à Ajoie quand elles sont en supériorité, ou c'est que votre équipe n'arrive plus vraiment à faire des efforts qu'elle consentait en début de championnat? Ouais, disons qu'il y a eu une période où on était beaucoup meilleur au début de la saison là-dedans. On a perdu des éléments dans cette situation de 4 contre 5. On essaye aussi de donner du temps de glace à plus de monde. Donc, c'est pas ce qui va mieux maintenant. On essaye de s'adapter un petit peu. Je pense que faut donner crédit aussi. Il y a des équipes qui exécutent très, très bien et puis ils ont beaucoup de réussite. Tu sais, dans un désavantage numérique, ton meilleur joueur, c'est ton gardien de but. C'est lui qui peut sauver la situation. Parce que des tirs, tu vas en donner et des situations comme ça. Après, il faut être capable d'éliminer les deuxièmes occasions. Et c'est là qu'on a été un peu, je dirais, moins bon, voire ordinaire, qu'on va essayer d'améliorer. Parce que souvent, après un tir, on doit pouvoir récupérer le rebond ou bien bloquer l'adversaire ou le gardien de but fait l'arrêt ou je ne sais. Mais dans ce domaine-là, il faut être un peu plus agressif. Il faut bloquer beaucoup plus de tirs. Au niveau de l'équipe, là, puis notre gardien de but doit performer mieux à 4 contre 5. C'est les 3 choses qu'on doit améliorer. Mais je pense que là aussi, ça c'est des statistiques, puis ils font mal à voir parce qu'il y a trop de réussite. Mais c'est une statistique qui n'est pas toujours non plus. Tu peux être tout d'un coup un match, tu fais un très bon match, tu as donné quand même 2 buts à 4 contre 5, mais tu l'as quand même gagné. Je veux dire, c'est rare, mais ça peut arriver. Tu peux avoir des situations où tu joues 5 contre 3 et tu tues la punition à 5 contre 3, puis c'est parfait comme tu joues, puis tu prends un but à 5 contre 4 après. Alors, oui, c'est difficile, puis c'est un des points qu'on doit améliorer, et puis qu'on s'attarde en temps voulu pour ça, mais pour moi, si on améliore cet aspect-là de nos jeux, on va déjà s'enlever une épine du pied. Mais je pense que, comme j'ai dit auparavant, il y a des équipes qui exécutent très, très bien. Puis nous, on est en train d'apprendre aussi comment défendre contre ça, puis de corriger ça. Mais pour ça, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut se bloquer plus de tirs. Il faut être au service de l'équipe dans ces situations-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Parfait. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison, alors, Gary, si nous, on pouvait t'envoyer aussi des ondes peut-être positives? Ben, écoutez, c'est de continuer à nous soutenir. Je pense que déjà, vous devez être content d'avoir un autre club roman dans cette ligue. Ça vous permet d'avoir aussi une diversité différente et puis un attrait différent. Je pense que les Jurassiens suivent aussi beaucoup vos matchs. Alors, je pense qu'il faut nous souhaiter que, faut pas dire qu'à 3-0, on est battu, déjà. Puis... On commence à l'apprendre. Ah oui, il faut apprendre, commencer à nous connaître un peu. Non, mais honnêtement, je pense qu'il faut une partie de chance, une partie d'audace aussi dans ce qu'on va faire jusqu'à la fin. Puis on a besoin du soutien du public, on a besoin du soutien de la presse, ça c'est clair. On travaille avec une bonne marge de progression encore, puis je pense qu'on veut surprendre encore beaucoup de monde. J'espère juste avoir ce qu'on me souhaite, c'est que je puisse choisir tous les soirs quel étranger joue pas, mais pour l'instant, on n'a pas ce luxe-là encore. Ça va être de bons problèmes d'ici quelques semaines, on te le souhaite en tout cas. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gary, dans cette émission. On te laisse, on va te laisser préparer le match de demain à Ambry, et nous, on va continuer l'émission. Alors, toute bonne journée à toi, Gary.
Merci bien. Bye bye. Salut Gary. On va rester Ouais. avec Pascal, avec Régis pour la suite. On va parler un petit peu de l'actualité. On va faire le tour des clubs romans. Mais avant tout, on va parler de l'actualité de la semaine dernière. J'ai avec moi les deux commentateurs qui ont suivi la Suisse pendant la Deutschland Cup. Alors Régis, quel est le bilan à faire de ces premiers matchs, on va dire, internationaux de l'équipe de Suisse à moins de 100 jours des Jeux Olympiques? Alors, déjà, une chose, heureusement que tu m'as pas demandé le bilan après le premier tiers-temps ou après les 30 premières minutes de Suisse-Russie d'hier, parce que à un moment donné, j'ai vraiment imaginé que ça ressemblait à une sortie que la Ligue avait ou la Fédération avait organisée à Krefeld pour faire plaisir à quelques joueurs et peut-être leur dire qu'on peut encore passer du bon temps ensemble. Un temps, je l'ai vraiment pensé, hein. Mais maintenant, je vais avoir un discours quand même un peu plus nuancé, même nettement plus nuancé, parce que j'ai trouvé quand même que les joueurs avaient su se les sortir quand il fallait et avaient quand même montré qu'ils n'étaient pas là uniquement pour aller se promener en Allemagne. Ils étaient là pour montrer que c'était une équipe de Suisse qui a un standing à défendre. Et je pense qu'on a été assez régulièrement en dessous de ces standards durant cette Deutschland Cup, même si ça s'est quand même un peu mieux terminé. Ce que je retiens, d'une part, c'est que moi, j'ai vu aucun joueur sortir du lot, un joueur qu'on n'attendait pas, on va dire. Les joueurs confirmés des Andrietto, des Ambul, on les a vus. Mais les autres, je pense qu'on n'a découvert aucun joueur sur cette Deutschland Cup. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu à l'issue de ces 3 matchs. Tu veux dire ceux qui doivent faire leur preuve pour peut-être faire l'équipe en février, c'est ça que tu veux dire? Voilà, j'attendais pas forcément qu'un néophyte comme Sandro Schmid marque des buts, il n'a pas un rôle majeur et tout. Et pour moi, il a été ni décevant, ni surprenant en bien, on va dire ça comme ça. Mais il y en a quelques-uns qui sont peut-être un petit peu entre les deux, qui ont encore une chance d'y aller. Ou je pense à un Luca Fazzini, par exemple, où on sait que là, c'était le meilleur joueur suisse, meilleur compteur des Suisses présents en Allemagne. Il est deuxième des Suisses dans le classement de National League après Brunner. Je m'attendais peut-être que lui montre qu'il est un joueur de l'équipe nationale, qu'il mériterait une fois d'aller à un championnat du monde à des Jeux Olympiques. Là, il ne m'a pas été surpris. Voilà, pour en citer un. Il y en a un, par contre, qui a prouvé qu'il n'avait rien à faire là. Je pense que c'est Philippe Wüthrich. Je suis désolé pour lui, mais je pense qu'il est tellement loin. C'est un peu tôt. C'est trop tôt. Ouais, mais je suis pas le seul à pas trop avoir compris pourquoi il était là. Mais dans mon idée, si on considère que Berra, Giannoni sont les 2 numéros 1 en Suisse des gardiens, que le troisième, on peut encore dire, allez, admettons, sur ce qu'on a vu ces dernières saisons, c'est Nifler, on prend pas les 3 gardiens, puis on les garde pour d'autres rendez-vous, d'accord. Mais ça veut dire que Wüthrich, il viendrait de 6e dans la hiérarchie. Mais clairement, il n'est pas 6e au niveau suisse. Je pense que je fais à peu près l'unanimité auprès de tout le monde. Donc, je ne comprends pas. Je pense qu'avec 2 gardiens, ça aurait pu suffire. On aurait vu un tiers-temps et demi, peut-être, un match et demi, pardon, de Weber au but. Ça n'aurait gêné personne. Enfin, voilà, je pense que ces 3 gardiens, il n'y avait pas besoin d'en prendre 3. Les 2 qu'on connaît qui sont bons, ils l'ont été plutôt pas mal, Van Pottelberg et Weber. Donc, Wüthrich, moi, je n'ai pas été bluffé par son niveau. Dans ton discours, il y a beaucoup de choses qui me font hocher que Pascal va dire la même chose, parce qu'il a souvent fait oui de la tête. Donc Pascal, tu as aussi commenté un match. Je crois que tu rejoins assez Régis dans son analyse. Je te laisse la suite, Pascal. J'ai encore une ou deux choses à dire. Mais justement, je te laisse une partie du biscuit. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, parce que vraiment, ça n'a pas été une très bonne Suisse. Et clairement, dans une année olympique, je comprends qu'on veuille tester quelques joueurs, mais là, il y a qu'une dizaine de places au final dans l'équipe de qui ira à Pékin. Donc au final, oui, il fallait prendre aussi les vétérans pour voir qu'ils étaient toujours en forme. Hein. On l'a vu avec Papy-Ambul qui va très bien et qui continue à être un élément important. Je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de champ sur l'ensemble du tournoi. Mais il y a quand même il y a eu un but lors de la première période du tournoi. Puis ensuite, il y a eu ces 2, 5, 6 périodes où les Suisses ne marquent pas. Et puis, tu disais que ça se termine bien, mais au final, on est toujours aussi bien que le dernier match qu'on a joué. Et si la Suisse ne trouve pas les ressources et n'a pas un petit peu de chance aussi sur 2 des 3 buts contre la Russie, finalement, on dit que le tournoi était
pourri, pour utiliser un terme poli, et puis que ça valait pas la peine d'aller à Krefeld, comme tu le dis. Au début, ça faisait vraiment team building du côté de l'Allemagne. Allez, on va essayer de faire une cohésion d'équipe, mais avec une équipe, on va avoir 5 joueurs qui vont aller à Pékin. Je comprends pas non plus, comme toi, le choix de Wüttrich. Pourquoi pas prendre un Berra ou un Giannoni pour ce premier tournoi, puis pas les tester sur le même tournoi, puisqu'ils seront certainement à Viège dans un mois. Voilà, je pense que ça, c'est lié à la Coupe d'Europe. Je pense qu'ils ont fait la Ligue des Champions, Ezug et Fribourg qui rejoue déjà mardi. Ça, je peux encore comprendre. Mais pourquoi pas pour Berra, ouais, mais non. Giannoni et Ezug étant éliminés, pourquoi? Ouais, parce que là, il a pris joué. Weber aussi, tu vois. Alors après, qui prend d'autres comme gardien suisse, à part Niffler? Mais si tu prends les trois à Viège, voilà, c'est bizarre. Après, dans l'optique du fait que cette sélection sera avec des incontournables aux Jeux Olympiques, avec des piliers qui vont venir disputer ça, c'est vrai que les places ne sont pas nombreuses, donc pourquoi pas continuer de travailler dans la continuité pour préparer au mieux ce tournoi. Il n'y a pas non plus beaucoup d'échéances pour Patrick Fischer. Oui, il a fait des prospect camps par le passé, oui, il a essayé des choses, mais dans une année olympique et de championnat du monde, il faut peut-être travailler différemment. Alors moi, je pense on parle beaucoup trop Jeux Olympiques. Moi, je voudrais dire ça quand même, parce qu'on entend tout le temps, il faut préparer les Jeux et tout. Et les Jeux, on aura 12 joueurs, une douzaine, on va dire ça comme ça, qui viennent d'outre-Atlantique. Donc ça veut dire qu'il restera plus beaucoup de places, même si c'est une sélection à 28, ça fait 16 places. D'accord, il y a encore un petit peu de place. Mais moi, je pense que Patrick Fischer, il prépare beaucoup le championnat du monde en Finlande, parce que là, la NHL va terminer le championnat régulier juste avant, donc il y aura peu de joueurs disponibles, en tout cas en début de tournoi pour l'équipe de Suisse. Donc je pense que Patrick Fischer, il a besoin d'avoir des éléments qui, en plus de ceux que vous venez de dire, peut-être les 4 ou 5 qui étaient sur Krefeld, il va en prendre encore peut-être 5 autres de ceux qui étaient à ce tournoi allemand, peut-être même un peu plus, pour aller au championnat du monde. Donc, il est important ce tournoi dans cette optique-là de voir comment il se comporte, comment il s'adapte au système, comment. Donc, jusque-là, je peux défendre cette position. Qu'il y ait un mélange entre l'expérience, les joueurs confirmés et les, entre guillemets, ceux qui peuvent se montrer, c'est bien. Moi, je ne critique pas la sélection de Patrick Fischer. Je dis simplement qu'on a. Il n'y a pas eu de révélation. Allez, admettons, Pestoni met un but décisif, on peut encore se dire, lui qui marche pas mal en brie, il a déjà 9 buts cette saison, ça peut être un potentiel qui n'est pas forcément le premier qu'on coucherait sur une liste de joueurs pour le championnat du monde qui va là-dedans. Voilà. Et puis, je voudrais encore ajouter une chose, pendant que j'ai le crachoir, c'est un truc qui ne m'a pas plu du tout en équipe de Suisse, c'est l'indiscipline. Ça, vraiment, ils étaient tout le temps punis. Alors, pourquoi ils étaient punis? Parce que ça ne marchait pas, parce qu'ils étaient frustrés devant le but. Les punitions d'Ambul, elles étaient, je pense, en partie liées à ça. Mais je trouve aussi qu'elles ont été aussi, ces pénalités, liées au fait qu'on a de nouveau pris en Suisse des mauvaises habitudes. On a un arbitrage, et ce sera là que je dresse une petite pique, un arbitrage qui est revenu à moins 4 ans, c'est-à-dire on laisse passer beaucoup de petites fautes, on ne sanctionne plus systématiquement, et pour avoir commenté ces matchs, mais peut-être une fois, je me suis dit, ouais, les arbitres auraient peut-être dû la laisser passer. Mais sinon, j'étais d'accord avec eux à partir du moment où on met les standards internationaux, ben, les Suisses, ils étaient au-delà de la ligne rouge. Et puis, je trouve que là, on est de nouveau pas bon et il va falloir quand même un jour ou l'autre qu'ils serrent de nouveau la vis. Désolé, messieurs les arbitres, vous aurez de nouveau des sifflets du public parce que vous donnez des pénalités, parce que le public ne sera pas content, mais on est de nouveau pas au niveau. Je regrette que Stéphane Rocher ne soit pas là. On aurait pu en débattre, en parler avec lui. On fera une émission spéciale alors. Voilà, exactement. Mais, je profite de glisser que cette indiscipline, elle n'est pas que de la faute des joueurs à ce niveau international. Voilà. Moi, je vais prendre une dernière note, c'est que le HC Lugano doit être content d'avoir prêté ses attaquants à l'équipe de Suisse, puisque Bertagia s'est blessé au premier match, et puis tu l'as eu hier, Turkov, qui a été suspendu sur le deuxième match, et en plus se blesse lors du troisième match. Donc, je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça en ce moment. Non, je crois qu'il y a d'autres problèmes à Lugano à régler, en plus de retrouver des joueurs qui partent en équipe de Suisse blessés.
Si on va un petit peu dans le chat, il y a Elodie Sarrazin qui dit c'est pas flatteur, j'avais un petit peu l'impression de voir mon GSHC en voyant la Nati jouer. Et pourquoi Niffler en tant que troisième alors qu'il y a quand même meilleur que lui selon Fabrice, Stéphane, Desclous, Eschliman et tout, mais c'est peut-être explicable peut-être par cette position de troisième gardien en fait, que certains ne veulent peut-être pas forcément pouvoir... on va dire accepter dans ce rôle-là, non je sais pas, messieurs. Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai que le rôle de troisième gardien, il est très ingrat. On se souvient que Manzato l'avait eu aussi il y a quelques années en arrière. Vous êtes en tribune, vous avez une plaquette pour marquer des statistiques dans les mains et puis c'est tout. Et vous allez aux entraînements les lendemains de match pour prendre des tirs et généralement, vous voyez pas la glace. Il y a eu de temps en temps des coups où le troisième gardien jouait, mais c'était plus quand il y avait Giannoni, Hiller et puis Martin Gerber, où là il y avait un vrai tournus entre les trois gardiens. Mais oui, effectivement, il y a d'autres gardiens meilleurs que Niffler, mais je suis pas sûr que Desclous soit prêt aussi pour prendre la place d'un Berra ou d'un Giannoni si ceux-ci se blessent. Peut-être Eschliman, Stéphane, pas sûr qu'il ait envie. Oui, il a une très belle saison, mais je suis pas sûr l'exemple qu'il ait Stéphane, trop envie. c'est typique. À un moment donné, il a dit je veux plus aller en équipe de Suisse. De toute façon, je me retrouve systématiquement au troisième gardien. Moi, je préfère passer mon temps à faire autre chose. Ce que je comprends. Je pense que Niffler accepte bien son rôle de troisième gardien. En tout cas, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je trouve quand même qu'il fait partie des top gardiens de National League. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais moi, je le trouve souvent sous-coté de ce côté-ci de la Sarine, en tout cas. Donc, j'ai pas de peine à l'imaginer troisième gardien, considérant qu'un Gauthier Desclous, je suis désolé, il était blessé lors du dernier match. C'était Stéphane Charlin qui jouait contre Ajoie. Donc, il était, quoi qu'il en soit, pas disponible. On sait qu'il a une santé plutôt fragile. Malheureusement, ça reste un problème chez lui. Donc, moi, je voyais comme... D'ailleurs, fallait-il prendre trois gardiens ? Je mets ça directement sur la table. Voilà. Les autres équipes en avaient certaines que deux. Il y a tellement de qualité en Suisse, Régis, ton poste de gardien. D'ailleurs, c'est la question de ce débat un petit peu, c'est que finalement, on en a peut-être pris trois aussi pour des questions un petit peu plus politiques aussi. Ah ouais, s'il faut sélectionner des joueurs du CP Merde pour faire de la politique... Je ne dis pas forcément du CP Merde, mais des fois, on sait qu'il y a beaucoup de bruit en coulisses de certains joueurs qui ne doivent pas aller en sélection à ce moment-là parce qu'il y a des prochaines échéances ou qu'il y a une petite blessure. Et puis, on a déjà vu des fois plein de joueurs de certains clubs ne pas aller en... Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu un Eschliman, par exemple. Parce qu'il n'y a pas la Coupe Spengler dans une semaine. Quand ce sera le tournoi à Viège, je ne sais pas si on va prendre Giannoni Berra. Je crois que de toute façon, les coachs n'ont pas besoin de les voir en équipe nationale. Ils savent ce qu'ils valent. Mais logiquement, on ne va pas prendre les gardiens de Davos avant la Coupe Spengler où ils ont 4 matchs à jouer, à se partager. Et c'est logique. Moi, je lance un nom comme ça de joueur que j'aurais voulu voir. Mais c'est clair que Niffler, il n'est pas incontestable numéro 3. Et lui, il aurait pu aussi être présent là. Voilà. Je crois qu'on ne va pas s'étendre un petit peu trop sur cette Deutschland Cup. On a compris que le bilan était plutôt moyen et qu'on reverra tout ça du côté de Viège pour le prochain tournoi. Voilà, je crois que la transition est toute trouvée. David, on va donc passer à la suite avec Genève Servette. Genève Servette qui a fait l'actualité cette semaine, pas parce que ces étrangers ont brillé en Finlande pour la carrière à la Cup, mais parce qu'il y a eu le changement d'entraîneur avec ce limogeage de Patrick Aymon qui sera remplacé par Yann Cadieux. Messieurs, vos avis sur cette situation. David, on n'a pas beaucoup donné ton avis depuis 5 minutes. Je veux bien le donner. Je crois que malheureusement, je dis bien malheureusement et je le souligne, on devait arriver à cette solution-là parce qu'on a essayé quand même quelques étapes avant pour essayer de rebondir après ce début de saison complètement raté. On a mis des nouveaux joueurs à disposition avec Josh Joris, avec Vatanen qui sont arrivés. Il n'y a pas eu de réaction. Et comme souvent et trop souvent, c'est le coach qui finit par sauter et céder sa place. C'est ce qui arrive à Patrick Aymon, non pas parce qu'il est pas du tout compétent, il l'a montré avec les juniors élites, il l'a montré la saison dernière où il a été magnifique,
mais simplement la digestion est trop longue et lente du côté de Genève Servette pour essayer de rebondir cette année. Après, on peut ouvrir tous les débats qu'on veut. Je crois qu'on peut dire, est-ce que dans une année sans relégation, on devait vraiment se séparer d'un coach? Est-ce qu'on ne devait pas accepter la situation dans laquelle se retrouve Genève Servette? Est-ce qu'on ne devait pas... Bref, on peut poser plein de questions. Le fait que ça commençait quand même à beaucoup chauffer dans les têtes de certains et des discussions qui ont été amenées. Et malheureusement, cette situation et cette défaite contre Ajoie était celle de trop, surtout dans le contexte dans lequel elle a été concédée pour que, avec la pause derrière de l'équipe nationale qui arrivait, on ne puisse pas prendre une décision. Après, celle de Yann Cadieux, à sa place et non pas d'aller chercher quelqu'un d'autre, c'est une solution à l'interne, évidente pour certains. On va le faire dans un deuxième temps, je crois. On va déjà discuter de Patrick Aymon. Régis, moi je me réjouis aussi d'entendre ton avis par rapport à ça. On parlera de Yann après. Bon, après le match que j'ai vu entre Genève et Ajoie le 6 novembre, j'étais sûr à 99% que ce serait plus lui derrière la bande 2 semaines après pour le retour. Et moi, j'ai eu l'impression d'assister, et Gary est plus là pour le dire, mais je pense que dans un coin, il devrait quand même être d'accord si je dis que son équipe, plus le match avançait, plus elle sentait la démission. Je pense à cette série de pénaltys où ils étaient nonchalants. Je pense à cette prolongation où vraiment, enfin, on voyait qu'il n'y était plus vraiment. Et à l'issue du match, j'étais certain que ça allait se passer. Moi, je suis très partagé sur cet aspect-là. Je me dis, une fois de plus, c'est le coach qui paye le fait que les joueurs se sont pas montrés à leur niveau. Alors, voilà, on pourrait toujours dire, écoute, Patrick, tu as su élever cette équipe à ce niveau-là. On se retrouve la saison d'après avec une équipe quand même assez similaire. C'est vrai qu'il n'y a plus Omar, qu'il n'y a plus Fer, d'accord. Mais quand même pas une équipe où on est passé du tout à rien et tu ne trouves pas les solutions. Donc, à partir d'un moment, on peut se dire, voilà, c'est toi qui ne sais plus les mobiliser, qui ne sais plus les remettre sur le droit chemin. Et je peux comprendre qu'on arrive à cette extrémité jusqu'à le mettre à la porte. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est loin d'être le premier responsable. C'est lui qui paye les pots cassés, à mon avis. Et c'est dans l'équipe qu'il va falloir se sortir les pouces. Est-ce que c'est une question d'Élodie Sarrazin, Pascal, est-ce que les joueurs ont joué contre? Et bon, j'ai toujours l'impression qu'il y a une grosse cote de popularité, que les gens l'aiment, mais qu'au bout d'un moment, forcément, on n'écoute peut-être plus la même chose, on répond plus la même chose sur la glace non plus. Je pense qu'il y a deux facteurs. Est-ce qu'ils ont joué contre le coach? J'ai pas l'impression non plus. En toute honnêteté, c'est en tout cas pas visuellement ce qui donnait l'impression. Je dirais plutôt que c'est qu'il y avait une sorte de lassitude face au discours, peut-être. Voilà. Après, on a entendu beaucoup de choses, hein, notamment qu'il y aurait eu des tensions entre différents entraîneurs, des tensions dans l'équipe. Mais de ce que j'ai pu entendre via d'autres podcasts spécialisés, comme je ne veux pas me tromper, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, apparemment les problèmes, ils étaient déjà là lors des playoffs l'année passée. Donc. Et entre-temps, on a prolongé tout le staff d'entraîneurs, dont Patrick Aymon. Et s'il y avait des problèmes, pourquoi est-ce qu'on est allé prolonger un entraîneur alors qu'on savait qu'il y avait des tensions dans l'équipe? Est-ce qu'on espérait que ça se résolve tout seul durant l'été? Je sais pas. Après, par rapport à l'équipe. Pas prolonger ton staff d'entraîneur après l'épopée que tu vis aussi la saison dernière? Le truc, c'est, on l'a vu avec d'autres équipes, hein, pour ne pas les citer, Rapperswil et Lugano, où on a des équipes Lugano qui termine deuxième, qui choisit de pas continuer avec Serge Pelletier, Jeff Tomlinson qui amène Rapperswil en demi-finale, mais qui sait déjà qu'il va pas être de retour l'année d'après. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je suis pas sûr que la prolongation, finalement, la prolongation a plus été une épine, à mon avis, dans le pied de Genève durant les 3-4 dernières semaines, où la décision aurait peut-être été prise plus rapidement si le coach continuait pas encore avec 1-2 saisons encore de contrat derrière, où il va falloir le payer, hein, parce que malgré tout, c'est comme ça que ça se passe avec un contrat à durée déterminée. Est-ce que Patrick Aymon, Régis, était peut-être trop gentil pour gérer, on va dire, sur le plus long terme, une équipe comme celle de Genève? J'ai pas le sentiment que c'était le problème.
Je pense qu'il a su très bien gérer ses joueurs et il y en a qui avaient des caractères encore plus forts et il a su le faire. Et moi, quand j'entendais l'année passée avec un Linus Mark, eh ben, il faut être solide pour le supporter à l'entraînement tous les jours et vivre avec lui et ses caprices. Et au final, l'année passée, non seulement il l'a très bien géré, le groupe visiblement l'a bien vécu, mais en plus, il a été vice-champion. Donc, Mais l'année dernière, pense ça pas tient que qu'à un c'était point finalement, parce qu'il termine finalement à Oui. aller en play-off. L'histoire, elle peut être différente aussi. On parlerait peut-être pas de manière autant flatteuse finalement de ce qu'a fait Patrick Aymon et son staff. C'est pas. Ouais, moi, en tout cas, j'ai pas le sentiment du tout que c'était ça le problème. Je pense qu'il y en avait d'autres, et puis ils sont encore là, qui sont les problèmes de deuxième gardien, qui sont les problèmes que quelques joueurs leaders étaient pas là dès le début de la saison. Enfin, il y a ce genre de choses, et puis il y a des changements, quelques changements qui ont visiblement plus pesé qu'on aurait pu l'imaginer. Le départ d'Éric Fer, par exemple, qui était un leader qui n'a pas été remplacé dans ce rôle-là, tout simplement. Ouais. Elodie dit payer Patrick, payer Chris, il y aura bientôt plus d'argent à Genève. Ça, c'est une autre question. Maintenant, la nomination à l'interne de Yann Cadieux, Pascal, ton avis sur ce choix opéré par Marc Gauci et tout le directoire du GSHC? J'ai un peu l'impression que c'est la solution du pauvre pour répondre à Elodie. C'est-à-dire que on a déjà 2 salaires en plus à payer pour le moment. Pourquoi se rajouter encore un autre salaire? On a lu dans l'oblique par l'information sortie par Grégory Beau que Kari Yalonen était sur les rangs pour entrer comme nouvel entraîneur du Genève Servette. Est-ce que ça a été un choix financier ou pas de pas le prendre? Je sais pas, est-ce que c'était un choix sportif, puisque on sait que le jeu à la finlandaise n'est pas forcément apprécié par tout le monde dans la planète helvétique du hockey sur glace. Maintenant, est-ce que Yann est la solution? Je suis pas sûr, parce que si effectivement il y avait des tensions entre ce qu'on a entendu entre lui et Patrick Aymon, on a aussi entendu que c'était plutôt Yann qui donnait les entraînements que Patrick Aymon, en tout cas qui élevait la voix aux entraînements. Ça veut dire que les joueurs ils vont continuer à entendre la même voix au final, pas celle de pas une nouvelle voix qui va arriver dans le vestiaire. Et voilà, je sais pas, je suis assez partagé sur le choix de Yann Cadieux et cette décision-là. J'arrive pas encore à me dire est-ce que c'est un bon choix ou pas avant même qu'il y ait eu un match de Genève Servette. Régis. Ouais, moi, sur le fond, ça faisait quand même 3 semaines ou 2, 3 semaines que j'entendais dire de toute façon, quoi qu'il se passe, Aymon va sauter, ce sera Yann Cadieux qui va reprendre les rênes. C'est le poulain que le directeur technique, Marc Gauci, était allé chercher pour mettre sur le banc. Donc, c'est lui qui va reprendre les rênes. Donc finalement, le scénario, quelque part, il était déjà écrit. Donc il y avait à la fois aucune surprise et il y en a pas aujourd'hui. D'après ce que j'entendais, est-ce que ces bruits que j'entendais, c'était des gens qui médisent, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui semblait inéluctable. Bon, Yann Cadieux a une expérience de 2 ans comme head coach au Ticino Rockets avant d'arriver comme assistant à Genève Servette. Il a quand même, on va dire, un papa plutôt connu dans le milieu. On perpétue la tradition familiale, Régis, de voir un Cadieux à la bande en National League. Oui, seulement le papa, lui, il a déjà été entraîneur-joueur. Alors que Encore mieux. Yann, il a été que joueur. Donc, il a pu vraiment gentiment se former à ses rôles. Bien sûr, on ne parle pas de la même époque. Hein. C'était les années 70 quand il était entraîneur-joueur où on pouvait encore se permettre là. Je ne sais pas, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Donc, il devrait faire une bonne carrière d'entraîneur si on en croit cet adage. Bon, comme le disait Pascal, finalement, de récupérer une équipe qui a déjà l'habitude de te voir et tout, est-ce que ça peut apporter un déclic pour toi? Parce que c'est ce que Genève recherche quand même, on va Oui, dire. oui, moi je dis que ça peut,
ça peut se produire parce que la clé, elle est quand même, et personne ne le cache, hein. Je crois que Marc Gauci, c'est le premier, il se cache pas non plus, il se voile pas non plus la face avec ça. C'est un déclic qui doit venir des joueurs en premier, clairement sur la glace, même s'il y a eu quelques éléments en moins, même si je l'ai évoqué, il y a des soucis, hein. On est moins bon que l'année passée, on va dire ça comme ça, dans plusieurs secteurs. L'équipe, elle vaut pas la 11e place, quoi. Donc, c'est aux joueurs de montrer qu'elle n'est pas à cette place, et ça peut quand même le faire d'ici les prochaines semaines de remonter. Par contre, accéder aux playoffs directement à la 6e place, C'est waouh, loin, il faut être c'est loin. optimiste, hein, Non, parce non, qu'il mais va allons peut-être falloir faire étape une par sacrée. étape. Et Le c'est juste que tu dis, est Régis, que loin. c'est Ouais, maintenant ouais, aux joueurs de montrer la voie et de prendre leurs responsabilités aussi. Parce que si effectivement le problème c'était, comme tu le disais, comme on l'a entendu, lu comme question, est-ce que les joueurs jouaient contre l'entraîneur, bah, tant que l'entraîneur est plus là, ils doivent se sortir les pouces, comme on dit. Il y a bientôt plus d'excuses des blessés. Donc on va peut-être voir le vrai potentiel. Ce qui sert en faveur de Yann Cadieux, et je l'ai noté, c'est que il joue pas demain, il joue contre Zouk vendredi, à Ambry samedi, puis une semaine sans rien, donc ça laisse quand même le temps peut-être de changer déjà quelque chose et de mettre un petit peu la patte de Yann Cadieux là-dedans. Il a eu... Ouais. Alors, à ce niveau-là, le choix de Yann Cadieux, il peut être pertinent quand même pour ne pas devoir tout réapprendre, des nouveaux systèmes et tout. Ça, visiblement, quand même, il ne va pas faire la révolution systémique à ce niveau-là, d'après ce que j'ai cru comprendre après l'éviction de Patémon. Donc, ils n'ont pas besoin de 6 semaines non plus. On sait que c'est un problème des fois quand on change de coach. C'est vrai, il y a un nouveau discours, mais il faut l'appliquer le plus rapidement possible, dans l'urgence de points et tout. Et souvent, ça a été un problème pour des équipes qui changeaient en cours de saison. Là, je pense qu'on a moins ce souci-là. Comme tu dis, ils vont jouer 2 matchs, puis après, à nouveau une semaine, au cas où ils auraient besoin de ça. Mais bon, ils ont quand même déjà repris l'entraînement mercredi dernier. Donc, ouais, je pense que ce n'est pas là que ça va se jouer. Alors, on va voir ce que ça donnera sur la glace, ces débuts du nouveau, appelons-le comme ça, GSHC sous l'ère désormais Yann Cadieux. Nous, on va prendre la direction de Fribourg pour parler du HCFG. Avec une équipe fribourgeoise et un Christian Dubé qui ont trouvé une solution à Yannick Herren qui va descendre un petit peu plus bas dans le sud du Tessin, aller jouer pour Lugano. En échange, Timo Hausener qui fait le chemin inverse pour venir jouer à la BCF Arena. Dis-moi si je me trompe, Pascal, mais c'est que pour cette saison. C'est un échange de joueurs, pas de salaire. Ça s'est fait, on va dire, pour essayer d'enlever l'épine du pied que Christian Dubé avait avec Yannick Herren. Tout à fait, David. On a eu même la confirmation par Pierre Chouet de la Liberté sur Twitter, hein, qui rappelait que le contrat serait toujours à Fribourg pour l'année prochaine aussi. Donc le communiqué Fribourg précise bien que Yannick Herren sera de nouveau un Dragon. On prête Herren à Lugano et Lugano prête Hausener à Fribourg durant la fin de saison. Maintenant, tant mieux pour Fribourg qui avait cette grosse épine dans le pied avec Yannick Herren et qui ne savait plus quoi en faire à part remplir un maillot avec. D'autant plus qu'on a appris que Jordan Bougro est revenu commotionné de son séjour avec l'équipe de France. Donc ça veut dire que Hausener va jouer tout de suite demain pour la Champions League. Maintenant, à voir si Yannick Herren va réussir à sortir de son bourbier personnel, puisque maintenant, la balle, elle est dans son camp. On lui a trouvé une solution pour qu'il ne soit plus à Fribourg où ça va pas bien avec, je sais pas si c'est avec Christian Dubé ou si ça va juste pas bien pour lui. Il se retrouve avec un entraîneur qui a de la poigne, mais qui a déjà relancé des joueurs qui étaient plus voulus par les autres équipes par le passé. Je sais pas ce que Régis en pense, mais en même temps on échange un joueur qui jouait pas contre un joueur qui jouait pas beaucoup. C'est de la présentation, ça. Bon, je passe l'aspect financier éventuel. Je n'ai aucune idée à ce propos et je ne vais pas m'étendre sur ce niveau-là. Maintenant, sur l'histoire de l'échange, je dirais qu'en tout cas, comme ça, il n'y a pas de perdant. Déjà, la première chose, c'est que autant Hausener, qui a une moyenne de 5 minutes 48 par match, qui n'a joué que 11 fois, il était, on va dire, relégué en bout de banc, on va dire ça comme ça. Donc,
pas beaucoup de perspectives à Lugano. Ça fait quand même 3 saisons qu'il est là. 24 matchs la saison passée. C'était pas Chris Maxorley, c'était Serge Pelletier, mais il jouait pas plus. 5 points la saison, 4 points pardon la saison précédente. 39 matchs, 5 points. Les perspectives, elles étaient, j'ai envie de dire, bouchées pour lui, ou en tout cas pas une grosse perspective. Il prend la place de qui? De Yannick Heron, qui de toute façon était j'ai envie de dire, mais hors course, hors cadre à Fribourg. Donc, il peut de toute façon pas gêner par sa présence. On sait que c'est pas tout à fait le même style. C'est un joueur plus physique qui, de toute façon, il va pouvoir, lui, en tout cas, avoir de nouveau une chance. Pour Fribourg, pour Christian Dubé, c'est une chance d'avoir un nouvel élément qui apportera de toute façon quelque chose de plus que Heron, qui ne jouait plus du tout, qui était là vraiment pour faire le nombre et qu'on couchait sur la feuille de match. Donc, ça, c'est gagnant. En tout cas, c'est pas perdant, quoi qu'il en soit. Yannick Heron, maintenant. Que vaut vraiment ce joueur? Est-ce qu'il est capable de nous montrer qu'il est enfin un vrai joueur stable sur qui on peut compter? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand il a changé de club, qu'il est arrivé à Lausanne, il n'a pas fait une mauvaise saison. Après, ça s'est moins bien placé. Il est revenu à son top niveau. Donc, les qualités du bonhomme, il les a. Je pense que le potentiel, il est là. Ça se joue probablement dans la tête. On lui redonne une chance de prouver sa valeur. Il a fait des saisons quand même à 39 points. C'était peut-être un peu au-dessus de ce qu'on peut imaginer sur lui. Mais la saison dernière, il a 11 buts dans le championnat régulier. Il a 11 assists. Je pense que pour Lugano, on se dit, c'est un pari. Il peut de toute façon pas être perdant, j'ai envie de dire. Donc, quand il y a un potentiel qu'on puisse améliorer son équipe, au final, je me dis que c'est peut-être pas encore assuré, que c'est du win-win, mais en tout cas pas du lose-lose. Moi, je suis sur le même sentiment que toi parce que finalement, Heron ne peut que se relancer finalement à Lugano. S'il ne saisit pas l'occasion, à mon avis, il va gentiment devoir faire un trait aussi sur une carrière prolifique en National League et avec des contrats à l'avenir qu'il pourra négocier comme celui qu'il a négocié quand il est arrivé à Fribourg-Gotteron. Donc à lui de saisir cette occasion. Et quand on fait venir Hausener à Fribourg-Gotteron, c'est pas du tout le même profil. On n'a pas du tout le même joueur de qualité. Hein. On parle d'Aaron, tu dis, à 39 points dans sa meilleure saison, 22 points la saison dernière à Fribourg-Gotteron. On a un joueur plus de rôle qui vient remplir un jeu bien défini, bien recherché par Christian Dubé, tu l'as dit avant, jeu physique. 4e ligne, c'est finalement où on avait placé Yannick Heron quand il jouait les derniers matchs. Donc est-ce qu'on a besoin de Yannick Heron vraiment dans son style de jeu très offensif dans ce 4e bloc ou de Hausener? Peut-être que Christian Dubé a accepté aussi l'accord parce qu'il y voyait du potentiel de développement pour Hausener et pour son équipe en général. Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Puis voilà, Christian Dubé a aussi une politique qui est un petit peu tournée vers les jeunes joueurs aussi. Il a besoin de rajeunir son cadre. Il gagne 6 ans avec Hausener qu'on a 24, tandis que Heron a déjà passé les 30 ans. Enfin, il a 30 ans, il a passé la barre des 30 ans. Voilà, maintenant, tu le disais Régis, win-win. Il faut aussi que ça devienne un win-win pour les joueurs. Qu'ils profitent de cet échange, de ce échange de prêts, de bons procédés entre les deux clubs pour retrouver un niveau de jeu et puis pouvoir prouver qu'en fait, l'un comme l'autre, ils ont leur place en National League et pas au bout du banc pour jouer quelques secondes par match de temps en temps. J'ai envie de dire qu'à Hausener, on n'en attend peut-être pas grand-chose à Fribourg, alors que Heron va être très regardé, très suivi dans ses débuts à Lugano. Je peux me tromper? Alors, il a plus à perdre. Hein. Il a plus à perdre, ça c'est sûr. Forcément, Hausener, c'est quand même un joueur. Il a encore rien montré. Je pense pas que je lui fais d'insultes à 24 ans. Il a encore pas vraiment sa place en National League et il a tout à gagner, à changer de club maintenant, à avoir une nouvelle chance en cours de saison, alors qu'il quitte un club où, il a un peu fait le tour sans montrer qu'il était capable d'être vraiment un titulaire. Donc oui, Heron, il a quand même une carte de visite. On l'a cloué au pilori, on va dire ça comme ça, à Fribourg, en disant qu'il n'avait pas la bonne attitude, grosso modo, qu'il n'avait plus rien à faire dans ce groupe.
je pense que c'est un gars qui va arriver quand même un peu le couteau entre les dents. Et je pense que, en tout cas, sur le papier, Lugano ne fait pas une erreur avec cet échange en prenant un joueur avec ce potentiel. Maintenant, s'il échoue, c'est vrai que pour lui, ça va être compliqué. Alors, on va terminer avec la remarque de Stéphane. Pas impossible de voir Aaron dans le top 6 à Lugano, avoir le line-up du dernier match. D'autant plus avec un Bertaggia et un Turkov qui reviennent blessés de la Deutschland Cup. Il y a une place à prendre pour Yannick Aaron du côté de Lugano. À lui de saisir sa chance et de montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a encore sa place en National League. Messieurs, je vous propose que on avance avec une rumeur une confirmation pas encore officielle par le club, mais c'est du côté de Bienne, il y aura un départ. Je dis un départ, ce sera Michael Hugli, Petr Svoboda qui l'a confirmé à Jérôme Renard. Régis, Hugli va partir signer un contrat de 5 ans avec Lausanne. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les Zélandais ? Oui, clairement, parce que ce sera pas facile de trouver un joueur de ce gabarit. Moi, je le trouve vraiment très bon. Il a un défaut, il ne peut pas grand-chose, à mon avis, c'est qu'il est souvent out, souvent blessé. C'est un peu le seul point négatif que je vois sur Michael Hugli, mais sinon, c'est un joueur explosif, c'est un joueur qui sait marquer, c'est un joueur intensif. C'est un joueur vraiment, je pense, qui sera difficile à remplacer à Bienne. Mais ça, c'est la rançon de la gloire, si je peux dire, ou la rançon du succès. Ben oui, parce que quand même, Bienne, c'est devenu une équipe du top 4 et je vois pas pourquoi les joueurs, ils susciteraient pas les convoitises. Qui dit convoitise dit aussi qu'on allonge un peu plus les billets et qu'on propose des gros contrats. Et voilà, je comprends maintenant que Michael Hugli, s'il a une belle offre, il la prenne. Mais vraiment, je pense pour bien clairement une grosse perte. Si je me mets à la place des clubs, messieurs, je comprends totalement la transaction. Je comprends que Lausanne ait envie de mettre sous contrat longue durée Michael Hugli, un joueur qui est capable de tourner entre 0,7 et 1 point par match quand il est en bonne santé, un joueur qui est très bon buteur aussi. Je comprends aussi très bien le rôle de Martin Steinegger qui malheureusement, et je crois que c'est un peu ce que tu nous disais, Régis, peut pas non plus suivre non plus la logique et la hausse du marché avec des joueurs zélandais qui se mettent en vitrine et qui attirent les convoitises des autres clubs de faire monter les enchères. Donc, qui partent. Que Martin Steinegger et le HCB le laissent partir, je comprends. Qu'il le signe à Lausanne, que Lausanne le mette sous contrat, je comprends. Par contre, si je me mets à la place du joueur, moi je comprends pas. Je comprends pas. Parce que on parle aspect contrat et financier, un gros contrat. On ne sait pas les tenants et les aboutissants, mais certainement. Mais est-ce qu'il n'a pas meilleur temps de rester à Bienne dans un environnement qu'il connaît, dans lequel il est en train de vraiment franchir des caps. La dernière saison l'a montré, ce début de saison le confirme, d'une équipe qui joue le haut du classement aussi. Qui est le plus ambitieux finalement? Est-ce que c'est Bienne ou est-ce que c'est Lausanne à l'avenir? Et qui a c'est peut-être juste de la communication ou dans le langage de ce que l'on vend aux joueurs, mais moi c'est mon sentiment de me dire que Michael Hugli peut se perdre à Lausanne dans un effectif bien plus complet et solide à faire sa place que ce qu'il a déjà à Bienne. Voilà. J'ouvre la discussion. Après, moi, j'ai sa fiche. Bien sûr, il a gagné de l'argent et il a perdu sa réputation. Je regarde là, j'ai sa fiche sous les yeux. Il a joué 3 saisons à Rapperswil avant de signer 4 ans, de jouer les 4 dernières saisons à Bienne, y compris celle-ci. Là, il signe pour 5 ans à Lausanne. Il y a une sorte de progression dans sa façon de faire, si on regarde bien. Toujours une année de plus. Une année de plus à chaque fois. Qui lui proposera le contrat de 6 ans? Peut-être Zurich ou Zug, puisqu'il a fait une partie de ses juniors dans les 2 clubs. À voir, maintenant, c'est... je pense il a peut-être besoin aussi de changer d'air régulièrement, d'aller voir autre chose, et c'est peut-être pas forcément une lassitude du côté de Bienne qu'il ressent, mais peut-être qu'il se dit, si je reste encore 2-3 ans, je vais sentir une lassitude, m'installer, ne plus réussir à me motiver, à me pousser un peu plus pour aller chercher peut-être les 3 buts supplémentaires sur sa fiche de statistiques qui ferait de lui un joueur encore meilleur, ou alors il s'est dit
si je vais à Lausanne, je vais retrouver Jason Fuchs, avec qui je m'entendais bien, et puis je vais pouvoir refaire la fête, tout ça. Je sais pas Est-ce si qu'il ça a va bien montré avec le plein Fuchs. potentiel de ses qualités, de ses capacités? Souvent blessé, la dernière saison c'était sa meilleure. Cette année il est bien parti peut-être pour l'améliorer. Est-ce que vraiment il a rendu aussi l'appareil à Bienne, Régis, déjà après 4 ans de contrat, d'avoir vraiment montré le super joueur de Swiss League qu'il était avant, qui a su faire ce saut et qui sera un joueur confirmé de National League, ça n'en a aucun doute, mais est-ce qu'il a vraiment montré son vrai potentiel à Bienne déjà? Moi, je pense que quand il est en santé, il est pas très loin de montrer tout son potentiel au HC Bienne. Je pense qu'il n'est pas redevable, en tout cas au club biennois, parce qu'il a eu quelques blessures tout au long de son parcours depuis 2018 dans le Seeland. À ce niveau-là, je pense qu'il peut avoir la conscience tranquille. Maintenant, moi, je vois presque un petit peu sous l'autre bout de la lorgnette, dans le sens où il a fait 4 ans. Il joue dans les meilleures positions. Il est mis en valeur par son coach. Il n'y a pas de souci pour jouer dans le premier bloc. Enfin, quelque part, il a un peu fait le tour aussi des meilleures places qu'il y a aussi à prendre du côté du HC Bienne. Donc, pour lui, il est peut-être aussi temps de se lancer un nouveau challenge avec une nouvelle équipe, un nouveau coach Un et nouvel pourquoi pas environnement. Lausanne, quoi. Ah, mais Un nouvel environnement, quoi. Voilà. je me mets juste, moi, à la place du joueur. Après, je ne suis pas joueur de hockey et pas buteur et des qualités comme lui, mais moi, je serais resté à Bienne. Voilà, c'est pas que j'ai pas envie d'aller à Lausanne, j'ai rien contre Lausanne, ça va être le fun de jouer dans la formation du Lausanne Hockey Club et tout, mais moi, je pense qu'on s'habitue aussi à être ailier du premier bloc. Oui, mais Et David, les carrières sont courtes. Il y a un moment donné, quand le salaire au bout, il est meilleur, il y a un moment donné où ça reste du hockey sur glace, ça reste un vestiaire et pratiquer son sport qui fait gagner la vie pendant un temps limité. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin pour trouver une oui, mais motivation pour au final ouais. signer le contrat. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ça sera un autre débat, c'est de dire sur une durée limitée, il faut signer des gros contrats et tout. C'est quand même pas des joueurs qui gagnent 5 000 francs par mois et puis qui sont en difficulté financière parce que leur carrière s'arrête à 33 ans. Après, ils ont tous une reconversion professionnelle. Certains font coach, certains font dans le privé, certains se lancent dans des autres carrières. Ils vont continuer à gagner de l'argent après. Donc, ce qu'ils mettent en banque maintenant à 50, 80, 100 000 francs de plus, peut-être moi je choisirais le confort. Voilà ce que je dis. C'est tout. Mais tu n'es pas joueur de hockey comme tu l'as Non. si bien dit. Non, je regardais un peu les commentaires là. Bon, si quelqu'un veut me faire une offre à 100 000 de plus, peut-être que je réfléchis. On a Julien, Lionel, Gérard qui comprennent pas forcément non plus le choix, mais je me mets aussi dans la peau du supporter biennois qui apprécie ce joueur. C'est vrai qu'il est agréable à voir jouer quand, sous le maillot du HC Bienne et il apporte de sacrés services au club zélandais. Mais voilà, je l'ai déjà dit, je crois, quand on a parlé de Damien Ria quand il a signé à Lausanne, c'est qu'au final, même un joueur qui est formé dans un club, il reste un mercenaire, même s'il joue pour son club formateur, parce qu'il va toucher de l'argent pour faire sa profession. Il faudrait remonter au début des années 80, encore quand les joueurs suisses étaient amateurs, pour retrouver des gens qui au final ne jouent pas pour l'argent et qui sont vraiment là pour l'amour du maillot. Pas faux. Allez, on a parlé de Bienne, on parle un petit peu de Lausanne. Je vous propose d'y aller pour parler du LHC. Avec une semaine de pause pour le Lausanne Hockey Club, presque bien calme, j'ai envie de dire, messieurs. Pas entendu grand parler du Lausanne Hockey Club qui a quand même beaucoup de remous ces derniers temps. Un club un petit peu obligé, un petit peu comme ça d'être dans les médias. Alors oui, il y a Ugly maintenant qui est la nouvelle. Il y a eu le cas un petit peu Boltzhauser qui... oui, ça quand même. Voilà, alors j'ai pas dit qu'il s'était rien passé. J'ai dit que c'était un petit peu plus calme et qu'ils ont peut-être pu travailler pour avoir un petit peu plus de constance dans leur jeu. Mais Boltzhauser, Régis, c'est quand même quelque chose. Partira pas, envie de partir, pousser vers la sortie. Il y a quand même des discussions là derrière. Ouais, alors moi, ce qui me dérange là, c'est qu'il y a un peu moins d'une année, on le re-signe pour 3 ans en disant ce gars, c'est vraiment un super type, que ce soit sur la glace, hors de la glace. Enfin, grosso modo, c'est top et il, il est plus qu'à sa place au LHC et moi je m'attendais pas du tout à ce genre de bruit de couloir
qui est plus qu'un bruit de couloir, je l'imagine maintenant, où déjà maintenant on se dit, bon, écoute, tu serais pas prêt à un petit échange avec Langnau, puis qu'on prenne Pounenovs. Moi, c'est plus sous cet aspect-là que ça me gêne. Maintenant, il a très peu joué cette saison, il a été blessé, il peut y avoir des circonstances qui font qu'il est un peu moins, si j'ose dire, en odeur de sainteté à Lausanne, mais quand même, je ne m'y attendais pas, je l'avoue, et ouais, je suis un peu gêné, J'ai quand même un peu l'impression que Lausanne est devenu le nouveau Lugano, c'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui est sur le marché, il y a forcément Lausanne qui est sur les rangs. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Je ne sais pas s'il y a eu des contacts entre Lausanne et Pounenovs ou pas. Il y a eu deux interviews de Bolshauser, en gros, en 2 jours. Une pour dire que... il y a eu 2 articles plutôt. Un pour dire qu'il était sur le marché, puis l'autre pour dire non, interview, je veux rester, je suis bien à Lausanne, il n'y a pas de souci avec Tobias Stephan, j'ai mon contrat en poche, ça, donc voilà. Est-ce que Pounenovs réellement est en contact avec Lausanne? Je sais pas. Est-ce que Lausanne s'est renseigné sur Pounenovs? Certainement, puisque c'est parti du fait que simplement Pounenovs a annoncé à Eichmann très officiellement. Il y a même eu, il me semble, une news sur le site, enfin que Langnau a publié une news en disant l'année prochaine je ne serai plus en Emmental. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Clairement, depuis l'arrivée de Mayer, ça ne se passe pas bien pour lui. On sait que Langnau, déjà au mois d'octobre, lui avait fait des propositions réitérées de contrat. Il ne voulait pas signer tout de suite. Il lui avait donné un délai fixé à la pause de l'équipe nationale. Donc, on y est, elle est terminée maintenant. Donc, il devait dire là où il en était. Et puis, je crois que Pounenovs aussi n'était pas très satisfait de la manière dont il était considéré financièrement, à commencer par cet aspect-là, ce qui fait que il se disait quand même que c'est un gardien international, qu'il n'est pas non plus le plus mauvais gardien de National League, qui pouvait gagner plus ailleurs. Donc, c'est ce qui fait que Pounenovs se retrouve sur le marché, je dis bien pour la saison prochaine, normalement, hein, pas pour le mois prochain échanger avec Bolshauser. Et après, est rentré dans l'histoire ce deal. Mais Pounenovs, il voulait changer d'air. Et vous comprenez le deal de finalement peut-être laisser partir Bolshauser pour faire venir Pounenovs. Bolshauser, on l'a quand même fait venir dans le rôle de second derrière Stephan, après un prime finalement, parce qu'il l'a montré de par ses qualités qu'il était aussi capable de tenir bien 25-30 matchs sans problème avec une très grande qualité, et de laisser partir Bolshauser pour faire venir Pounenovs. Enfin, Pounenovs, c'est un très bon gardien aussi, mais on a quand même cherché à construire quelque chose avec Bolshauser ces dernières années. Je vais même te corriger parce qu'il était venu derrière Zurkirchen avant que Tobias ne débarque. Donc, voilà, il y a peut-être de son côté, même s'il ne le dit pas, une forme de petit ras-le-bol, c'est-à-dire qu'il vient pour être en concurrence avec Zurkirchen, on va chercher Stefan Azug. On prolonge Stefan. Et maintenant, il y a les rumeurs Pounenovs. Donc effectivement, il y a peut-être eu un moment un petit ras-le-bol, et puis dans un excès de frustration, de colère, il est... Lausanne... oui, mais Pascal, est-ce qu'il serait vraiment mieux à Langnau maintenant, Bolshauser? Parce que visiblement, Langnau, il mise sur Mayer, tant qu'il est là, en tout cas, c'est lui qui a mangé beaucoup de glace. Donc, est-ce qu'il serait vraiment mieux? Il va peut-être jouer un match de plus toutes les 3 semaines à ce rythme-là. Je ne suis pas convaincu. Moi, j'ai vraiment de la peine à comprendre ce move s'il est confirmé. Mais là, on est en train aussi de blablater, excusez-moi. On fait des spéculations. On est payé pour, je suis d'accord, on fait que notre job de tenir des théories. Mais moi, je ne le comprends pas vraiment s'il y a un move. Parce que, admettons, il se fait demain, ce move. Est-ce que Pounenovs va comme ça déboulonner un Tobias Stephan qui fait une super saison? Et vraiment, on ne peut pas jeter la pierre aux Lausannois de lui faire confiance jour après jour, match après match. Est-ce que Pounenovs va se garantir plus de matchs que derrière Mayer maintenant? Moi, j'ai de la peine vraiment à l'imaginer. Donc, il y a plein de choses qui m'échappent un peu dans cette histoire, et tant qu'elle n'est pas avérée, je vais rester avec quelques pincettes. Il y a Lionel dans le chat qui nous dit que Bolshauser a quand même une santé peut-être fragile, déjà 2 graves blessures et tout, mais après,
presque chaque gardien dans sa carrière a aussi Ouais, des... Pounenovs aussi. Hein. Voilà, Pounenovs a été commotionné cette année aussi. Exactement. Il joue peut-être pas dans le meilleur niveau de sa saison, de son potentiel. Donc ouais, move peut-être surprenant et quand même discussion un peu surprenante aussi de Boltzhauser qui vient dans les médias. Quand même, ça c'est... Enfin, quand on essaye quand même de contrôler la communication dans un club, ça peut paraître quand même un petit peu surprenant. Je suis pas sûr que ce soit une initiative personnelle aussi, c'est-à-dire que il y a peut-être eu cette discussion, c'est-à-dire que je ne veux pas mettre la faute sur Jérôme Renard, puisque c'est lui qui a fait l'interview avec Boltzhauser, mais peut-être qu'il a entendu ce bruit par rapport à Pounenovs et il est allé poser la question à Boltzhauser à la sortie d'un entraînement la semaine passée pour voir ce qu'il y a, mais voilà. À voir. Moi, je dis affaire à suivre, comme on dit si bien dans le jargon. Pounenovs n'a pas encore signé à Lausanne. En tout cas, pas officiellement. On va se garder une petite gêne quand même. Il y a d'autres clubs qui vont chercher un autre gardien. Rappelez-vous qu'il y a Fueller qui est en train de gentiment arriver à sa retraite. Est-ce que ça peut être la solution pour Boltzhauser? Est-ce que c'est là-bas que Pounenovs va aller? Laisse le silence pour le suspense. Des dominos qui peuvent tomber et puis des choses qui peuvent encore se passer dans le poste de gardien de but à l'avenir. Alors, on va gentiment clore cette belle émission que l'on a commencé avec... Oui, David, heureusement qu'on avait dit qu'on faisait court, qu'il n'y avait pas eu de match à part l'équipe de Suisse la dernière semaine, et que ce serait une petite émission, quoi. On va dévoiler 2-3 trucs de coulisses déjà. Régis, si tu veux, je veux bien me mettre un petit peu en avant sur le grill. À ce qui paraît, selon mes collègues, quand il y a une émission avec David Pietronigro, elle dure forcément très long. Déjà ça. Mais pourtant, il ne me semble pas que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On a un invité aussi, mais voilà, on a une passion quand même pour le hockey sur glace. Puis c'est vrai qu'on aime bien vous en partager un petit peu, que vous soyez d'accord ou pas avec tout. On aime bien aussi quand vous n'êtes pas d'accord puis que ça fait réagir le chat. Donc voilà. Et puis, Régis, t'es aussi un bon blagueur, aussi, il faut le dire. Hein. Oui, et Stéphane Rochette n'était pas là pour un peu... On lui laisse un petit peu se reposer avant de le retrouver dans les émissions de ce week-end. D'ailleurs, le programme, Stéphane, voilà. Pascal, la semaine... Je suis très mauvais pour faire l'accent québécois. En plus, je trouve que c'est une insulte envers les gens de faire l'accent des différentes personnes, donc je ne vais pas me le permettre. Le programme, demain, il y a 3 matchs, mais on vous a mis sur tous les matchs des 2 clubs romans, c'est-à-dire Ambréageois avec Régis et Gary à la bande, Bienne Rapperswil, ce sera à 19h40 sur MySports 2 et sur MySports 3. Mercredi, Régis qui va en Valais pour Sierre Cloton, match très intéressant qui va en Swiss League, même si apparemment à Sierre il y a plusieurs blessés d'importance. Week-end fribourgeois au niveau des studios, David, avec Fribourg-Langnau vendredi et Davos-Fribourg samedi, les deux dès 19h25 sur MySports 1. La NHL, les New Jersey Devils qui sont chez le champion, le Tampa Bay Lightning, à 22h, c'est MySports 8. Et Zurich-Lausanne dimanche, dernier match de la semaine, 15h40 sur MySports 2. Bien évidemment, vous avez l'habitude, les studios et les autres matchs sont disponibles soit sur MySports 1, soit sur MySports Pro. Vendredi, samedi, il y aura également Backcheck le Talk avec la diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube. Et puis surtout, jeudi, c'est la première, vous allez retrouver Jonathan pour Overtime NHL. Alors finalement, ce sera 17h, c'est ça, David ? Ouais, ça sera à 17h l'heure de cette grande première du podcast Overtime NHL avec Jonathan Fillon. On se réjouit de vous compter nombreux. Soutenez-le aussi, il en a besoin pour cette grande première. C'est une petite nouveauté qu'on vous lance cette semaine et vous pensiez quand même pas qu'après une semaine de pause, on allait vous laisser souffler cette semaine. En gros, vous aviez aujourd'hui qui était pris de midi 5 à 13h43-44 pour préparer. Ce soir de libre, avertissez messieurs ou madame que vous avez la soirée de libre et après il y a tout le temps quelque chose qui se passe sur nos ondes. Donc voilà. Merci à toi Régis d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie bien sûr. Avec plaisir. Gary qui nous a fait l'honneur d'être notre invité. On aime bien avoir des invités dans nos émissions, ça apporte toujours une plus-value. Puis merci à toi Pascal de m'avoir épaulé dans cette première. Je remplace un petit peu Jonathan maintenant, mais vous vous inquiétez pas, on le récupère très rapidement dès jeudi. Alors il manque un truc pour faire la bonne conclusion à la Jonathan, c'est rappeler aux gens que cette émission est en rediffusion dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la vidéo et puis en audio vous nous retrouvez sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Dans l'après-midi, n'oubliez pas de vous abonner parce que comme ça vous n'allez pas louper les différents
podcasts ainsi que les différentes news. Il y a encore quelque chose que je dois apprendre. Je vais me le noter pour la semaine prochaine et tout. Et j'aime bien Julien Mété dans le chat qui dit « J'ai pas de femme, donc j'ai pas de problème. » Allez, on va terminer sur ça. Merci d'avoir été avec nous. C'est une très très belle journée, une très très belle semaine de reprise. Bye bye. Bye bye.